Salut à tous. Petite annonce, double annonce même, avant de passer à cet épisode de Vue du Banc. La première, c'est qu'avec notre partenaire PMU.fr, vous pouvez avoir droit à 2 free bets à l'inscription, en plus de l'offre de bienvenue de free bet de 10€. Pour cela, n'oubliez pas d'inscrire le code VDB au moment de vous inscrire sur PMU.fr et vous serez ainsi crédité de 2 free bets de 10€ en plus de l'offre de bienvenue. Et aussi, évidemment, autre code promotionnel en ce moment qui fonctionne, c'est sur coparena.com, l'application où vous pouvez retrouver les articles de Christophe, Raphaël et moi-même pendant toute la durée de l'Euro. Votre premier mois d'abonnement est offert sur Coparena avec le code COPAVDBEURO, COPAVDBEURO. Analyse des matchs de l'équipe de France et de plein d'autres choses encore, en plus de formats audio exclusifs. Tout ça, c'est sur Coparena, l'application qui vous sert le football en profondeur. Mais tout de suite, c'est Vue du Banc. Vue du Banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le 17e épisode de la saison 8 de Vue du Banc, épisode enregistré dimanche soir dans la nuit de dimanche à lundi. Après deux matchs des 8e de finale de 7€, la victoire 1-0 de la Belgique face au Portugal et la victoire 2-0 un petit peu plus surprenante de la République tchèque face aux Pays-Bas. Pour m'accompagner, Raphaël et Florence. Salut Raphaël Cosmidis. Salut Christophe. Rasé, un autre homme, ça fait très bizarre de le découvrir comme ça, il vient de perdre 8 ans. Voilà, petite surprise pour nous en lançant cet épisode. Et Florent Tonuti, lui toujours barbu. Salut Florent. Salut Christophe. Avec son chat qui se balade autour, qui pour l'instant n'a pas vomi, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Messieurs, on va commencer par le match le plus frais, donc Belgique-Portugal 1-0. Pour la Belgique, but de Thorgan Hazard à la 42e sur une passe de Thomas Meunier, le seul tir cadré belge. Les deux compos d'équipe, côté belge dans le but Thibaut Courtois, derrière Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen sur les côtés Meunier et Thorgan Hazard. Tielemans Witsel au milieu et un petit peu plus haut sur le terrain, De Bruyne Hazard derrière Lukaku. Côté portugais, Rui Patricio dans les buts, derrière Diogo Dalot, Pep, Ruben Dias Guerreiro, milieu Moutinho, Palhinha, Sanchez, un cran plus haut, Silva, Ronaldo et Diogo Jota. Raphaël, qu'est-ce que tu as pensé de manière générale de ce match que moi j'ai suivi? Donc j'étais à la Voix des Sports, j'étais attentif mais sans l'être, c'est-à-dire j'avais la télé mais forcément ça discute un peu, ça bosse un peu, donc c'est un suivi un peu en pointillé. Je t'avoue que moi je m'attendais pas à grand chose. Je vais pas citer Doui, j'attendais rien, je suis quand même déçu. Mais bon, la fin était assez sympa sur le côté suspense, sinon sur le match en lui-même. C'est peut-être le contexte encore une fois, mais j'ai l'impression que pour moi c'était l'un des matchs les moins intéressants de l'Euro sur le plan du jeu. Les moins intéressants peut-être parce que les deux équipes et notamment la Belgique étaient pas au niveau attendu et surtout dans le style attendu. Je pense que c'est ça qui a été la grosse surprise de la rencontre, c'est de voir une Belgique qui pas forcément qui laisse le ballon, mais en tout cas qui arrive pas à imposer son jeu à l'adversaire, donc qui souvent finit en bloc médian voire en bloc bas quand le Portugal avait le ballon, et inversement un Portugal qui était dans son projet habituel, donc qui allait pas t'agresser, te harceler très très haut sur le terrain, en tout cas sur la première période quand le score n'était pas encore fait. Et je pense que c'est ça qui a été le plus curieux dans cette rencontre, c'est de voir qu'on avait deux grandes équipes avec chacune ses styles de jeu théoriques, mais que ça s'est pas du tout passé comme prévu et assez vite dans la rencontre. Et je pense que c'est aussi pour ça que finalement ça a un côté décevant en termes de style de jeu, pas sur le reste parce que tu l'as dit, la fin de match a été très très fun. Moi j'ai passé vraiment un super moment, mais on en reparlera. Mais de voir que la Belgique finalement est très loin, je trouve, de ce qu'on imagine en théorie en termes de style, mais ça avait déjà été un peu le cas en 2018 où quand ils avaient joué le Brésil, ils avaient très peu touché le ballon, ils avaient fait un match un peu similaire avec beaucoup moins de tirs mais du réalisme. Et là c'est tu vois, par exemple, si tu me disais le match a été moyen et que je te devais te donner une raison, une équipe des deux, ce serait plus à cause de la production belge qu'à cause de la production portugaise. Florent, est-ce que l'effet a eu un score sur le match? On parle souvent de ce qui est l'anglicisme scorifère. Ou l'inverse, est-ce que le score a eu un effet? Ah. Le pire, c'est que parfois je me rends compte que je dis des bêtises, là pas du tout. Donc ça ne sera pas monté. On avait compris, bon, c'est déjà ça. Donc est-ce que le score a conditionné le rapport de force ou pas? Parce que parfois t'as 1-0, du coup une équipe arrête de jouer, l'autre se met à attaquer. Là j'ai l'impression que non, sorti de 20 dernières minutes,
mais que finalement le temps fort belge s'arrête un peu avant de marquer, et que ce but-là, je vais pas dire qu'il sort de nulle part, hein, mais qui récompense pas forcément une bonne période. Oui, est-ce qu'on peut même parler vraiment de temps fort belge? Je t'avoue, j'en suis Temps pas trop faible. certain, ou temps pas trop faible si tu préfères. Après, pour les Belges, le truc aussi, c'est que sur la deuxième mi-temps, on va directement rentrer dans les excuses peut-être, mais le fait que bon, le but est marqué juste avant la pause, ils reviennent en deuxième mi-temps, tu peux les imaginer déjà dans un projet de transition comme il l'avait fait d'ailleurs, c'était face au Brésil, hein. Le Brésil en 2018, la Belgique met des transitions derrière, et et tu perds De Bruyne au bout de 2 ou 3 minutes, et je pense que ça met vraiment un coup aussi à leurs ambitions sur la deuxième période. Mais quand tu reprends le film du match, juste avant qu'on commence à enregistrer, j'ai revu le premier quart d'heure, et sur le premier quart d'heure, on voit quelques idées quand même côté belge, notamment avec le ballon. Il y a un circuit notamment qui est recherché, qui part d'Alderweireld et qui cherche à trouver Hazard dans le cœur du jeu, parce que autour de João Palhinha, on avait placé Kevin De Bruyne et Eden Hazard, et l'idée c'était de trouver un des deux évidemment, soit De Bruyne dans le dos de Renato, soit Hazard dans le dos de Moutinho, avec Alderweireld à la passe pour casser ce premier rideau. Bon, ça c'était en théorie, on voyait les positionnements, en pratique ça n'arrivait pas forcément à destination. Mais après, moi, ce qui m'a frappé, surtout côté belge, c'est défensivement, comme Raphaël le disait, ils avaient un bloc médian qui était souvent amené à devenir bloc bas parce que ils étaient très souvent à contre-temps quand ils sortaient pressés. Et là, c'était au niveau des pistons notamment, où évidemment les Portugais jouaient avec des latéraux quand même assez bas, de manière à sortir de la zone des pistons et peut-être les attirer justement loin de la défense pour pouvoir ensuite jouer dans le dos. Et ça, j'ai trouvé les sorties à contre-temps de Meunier vers Guerreiro ou de Hazard vers, même si c'était surtout vers Guerreiro que ça se passait, ou de Hazard vers Dalot du coup. Ça, j'ai trouvé ça assez ennuyeux pour les Belges, et je me dis que les Portugais ont pas vraiment su appuyer dessus vraiment, parce qu'il y avait sans doute de vrais espaces à exploiter de manière assez simple. Là, tu mets sur Guerreiro, t'attends que Meunier sorte, tu joues dans le dos de Meunier. Et puis si Meunier ne sort pas, tu avances avec Guerreiro et puis tu arrives à construire après dans le camp adverse. Le problème après, c'est que les Portugais avaient finalement très peu de solutions à l'intérieur en début de partie. Ils en ont rajouté au fil du match. Mais globalement, pour revenir à la question de départ, oui, est-ce que le score a eu un effet sur le match? Je pense que oui, sur l'approche en deuxième mi-temps, mais je pense aussi que les Belges, avec la perte de De Bruyne puis celle de Hazard, ont perdu beaucoup pour leur plan B en fait, une fois le score ouvert. Raphaël, si donc du coup on repart sur le début de match, est-ce que tu es d'accord avec Florence sur les points qui pouvaient faire basculer le rapport de force d'un côté ou de l'autre? Même si encore une fois le but ne découle pas forcément de ça, mais sur tout ce qui est domination, possession, capacité à créer des décalages. Est-ce qu'il y a vraiment ce côté piston qui a joué selon toi? Oui, je serais d'accord avec Flo, parce que quand on discutait ensemble sur Facebook, et on a dit la même chose à la même seconde quasiment quand on discutait sur Guerreiro Meunier. Donc à tel point que Flo elle m'a dit ah bah oui voilà exactement, on a dit la même chose. Mais oui, il y a peut-être un truc qu'il faudra rajouter dans l'écart entre les deux équipes, c'est la performance de Renato dans certaines zones, qui a fait des décalages assez énormes. Mais oui, les pistons, c'était le principal problème, pas parce qu'ils étaient dépassés individuellement, mais comme l'a dit Flo, ils sortaient à contre-temps, et surtout quand l'équipe de Belgique construisait depuis ses 30 mètres, en fait, et avançait un tout petit peu, pas encore quand il était camp adverse, parce qu'à ce moment-là, la Belgique sortait mieux, mais dans le tiers du milieu de terrain, c'est là que Meunier partait de très très loin, sans doute par peur de comme l'a dit Flo, de laisser les défenseurs derrière seuls, notamment face à Jota qui faisait beaucoup d'appels en profondeur. C'était différent côté Bernardo parce qu'il décrochait énormément. Mais dans un tournoi où jusque-là les pistons avaient été assez justes, et même parfois des duels de pistons avaient été assez équilibrés. Et on pourra reparler de comment la République tchèque a géré ceux des Pays-Bas, parce que c'était intéressant ça aussi. Là pour le coup, ça m'a un peu étonné que les pistons belges, qui ont l'habitude de défendre quand même comme ça contre des équipes qui jouent à 4 ou à 3, soient aussi loin, même si ça s'explique par le problématique Jota, mais la Belgique a jamais réussi à corriger ce problème en tout cas. Florent, j'ai vu des gens sur Twitter qui se plaignaient qu'en gros le Portugal n'exploite pas des décalages qui auraient pu être faits
Est-ce que t'en veux, entre guillemets, au Portugal de pas avoir su concrétiser sa domination sur certains secteurs en occasion, but évidemment? Parce qu'en fait, j'ai pas trop souvenir sur la première période d'énormes occasions dans le jeu. En fait, il y a Jota qui en a une. Sinon, sur la transition de Renato, ouais. c'est ça. Au tout début Sinon, du il match. y a pas non plus énormément de choses. Alors de l'autre côté non plus, hein. Mais c'est peut-être ça aussi qui, en tout cas, moi, m'a fait dire enfin, à quoi bon finalement sur certains trucs de se dire il y a des décalages ou ça, la structure est peut-être meilleure d'un côté ou de l'autre, mais ça n'aboutit à rien. Du coup, c'est un peu vain, quoi. Alors moi, il y a une passe qui m'a exaspéré parce qu'elle n'a jamais été faite, mais c'est vrai aussi que les Portugais n'avaient pas de joueurs de profondeur et pas de vitesse sur ce côté droit, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. C'est Dalot reçoit la balle et peut jouer long de ligne vers un joueur qui serait excentré sur l'aile. Et cette passe-là, elle me semblait tellement faisable, tellement de fois, et il l'a tellement jamais faite, que celle-là, en deuxième mi-temps particulièrement, était visible, et ça m'a énervé, parce que je me disais, mais s'ils ont un excentré, s'ils ont un Adama Traoré, par exemple, il avait, je sais pas, 7 ou 8 occasions d'aller attaquer balle au pied, même plus hasard, hein, mais Vertonghen. Et là, dans ce cas-là, tu pouvais peut-être le mettre en difficulté. Et c'est vrai que les Portugais, finalement, sur les côtés, et même au fil du match, ils ont vraiment manqué de joueurs de percussion sur les ailes, des joueurs capables d'aller provoquer à la fois un Meunier qui est pas un vrai défenseur, qui dans le 1 contre 1, on va dire, n'est pas un joueur exceptionnel, ou d'attaquer un Hazard qui n'est pas un défenseur de métier, ou d'aller chercher, si t'arrives à créer le décalage avant, d'aller provoquer face à du coup Alderweireld ou Vertonghen. Et finalement, on n'a jamais vu ça, quasiment de tout le match. Peut-être en fin de partie, un petit peu avec Joao Félix, quand il y avait de l'appui remise, où ça jouait avec André Silva ou Ronaldo à l'intérieur, là où il s'est rattrapé juste à l'entrée de la surface. Mais ce genre de percussions-là, on les a pas vus du tout. Jota, il cherchait plus à être servi dans le dos. Ronaldo, c'est plus un joueur qui est forcément très pertinent quand il faut aller dribbler. Et finalement, le seul joueur de percussion de cette équipe portugaise, il n'était pas dans le dernier tiers, il était dans le tiers précédent, c'était Renato Sanchez. Et finalement, il sort à 20 minutes de la fin, 15-20 minutes de la fin. Et c'est vrai que ce profil-là, à mon sens, a beaucoup manqué aux Portugais sur ce match, je pense. Parce que, en face, côté belge, défensivement, les mecs ont été très bons dans la défense de surface, et on pourra en reparler après. Mais disons que j'étais pas totalement sûr de leur fiabilité au départ, pour tenir un projet de jeu comme ça. Sur ce match-là, ça a tenu. Mais c'est vrai que dans les rencontres, ils ont été très peu souvent provoqués, en tout cas dans mon souvenir. Côté droit, le joueur qui pouvait le plus apporter de profondeur, et ça, c'est Dalot, en fait, qui aurait pu le faire. C'est ça. Mais tu vois, t'imagines on en a parlé, je crois, à chaque Pedro match du Neto. Portugal. Mais voilà, t'imagines un Pedro Neto sur un match comme ça, juste collé à la ligne, et il y a Dalot qui lui met des ballons de long de ligne et qui va provoquer. Je pense qu'il aurait été capable d'aller chercher, si c'est pas des pénaux, des coups francs très dangereux, à minima. Après, Raphaël, il y a quand même beaucoup de matos sur le plan offensif côté portugais, même s'il y a peut-être pas le profil qui t'aurait permis de faire exactement ça. Est-ce que tu remets plus la faute sur la manière dont s'articule l'équipe avec les choix de Fernando Santos, ou certains individus qui étaient mis dans les bonnes conditions et qui n'ont pas fait les bons choix? Je sais pas si on va s'attarder, alors c'est peut-être un cran plus bas, hein, mais sur la performance de Jean Palin, João Palhinha, il y a Bernardo Silva à qui tu mets des taquets réguliers depuis le début de la compète. Non, mais il y a Jota que tu connais bien à Dortmund. À Dortmund, putain, je dis n'importe quoi. À Liverpool, pardon. Je suis très fatigué. Mais je l'ai croisé à Dortmund un jour. C'est vrai il devait se balader là-bas. Mais Jean Palin, on en parlera tout à l'heure dans la séquence bagarre, je pense. Parce qu'il y aura une séquence bagarre, une séquence blessure belge. Non mais oui, mais en fait j'allais te poser la question, donc là tu m'as un peu piégé, là, je vous la poser à tous les deux, de la responsabilité entre les difficultés du projet de jeu pour mettre dans les bonnes conditions les stars offensives Bruno et Bernardo, ou la responsabilité individuelle de ces deux-là. Et je sais pas trop, on parle souvent de curseur dans le jeu du banc, le curseur Kuchli, un curseur assez connu maintenant, mais où le situer dans ce cas-là? Parce que Bernardo, déjà à City cette saison, c'était très très neutre quand même. Donc cette problématique existait déjà, et là concrètement, Joao Moutinho peut faire le même match que Bernardo dans le rôle où il est placé. Ouais. Personnellement, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi tu mets Moutinho et Bernardo en fait? Bernardo en 8-10 et mets un joueur plus percutant. Après, pour jouer côté droit. Tu peux aussi dire pourquoi Bernardo joue comme Moutinho.
Oui, il y a ça aussi. Les deux fonctionnent. Mais c'est vrai que voir les deux alignés, tu te disais il y a un doublon quoi. Mais le problème c'est pas Moutinho. Le problème c'est que Bernardo, comme tu dis, joue comme lui aujourd'hui. Ouais, et bon bah t'as Bruno qui est entré et qui a fait son entrée à la Diamanti là, où dès qu'il a vu un ballon, il a frappé de loin. Donc je suis un peu déçu par ces deux mecs, plus par Bernardo que par Bruno finalement, parce que Bruno on avait chacun nos réserves sur lui et notamment sur sa façon de jouer au foot, mais sur Bernardo qui était enfin je sais pas si vous vous rappelez de l'Euro U21 que le Portugal perd en finale contre la Suède. Mais c'était je pense un des 2-3 meilleurs joueurs de la compète et il survolait la compétition et aujourd'hui c'est un des pires Portugais, tu vois. Et finalement peut-être que on parlait de Renato Sanchez, mais le meilleur joueur portugais de la compète de très très loin, à partir du moment où tu oublies les défenseurs, c'est Renato. Et c'est limite, je suis pas sûr que l'écart entre Renato et ses partenaires offensifs soit plus grand que l'écart entre Lewandowski et le Polonais, par exemple. Sur la performance dans cette compétition, je veux dire, c'est monumental ce qui s'est... À la fois Renato a été monumental, à la fois les autres ont été très très loin de son niveau. À noter qu'Olivier Létang est actuellement en plein zouk, parce que là, la valeur de Renato Sanchez va être, je pense, totalement décorrélée de son niveau moyen cette saison en Ligue 1. Et si tu vois ces matchs-là et que tu vois le match face à Milan et peut-être le match aller face à Lens, tu te dis que ce joueur-là vaut une fortune. Comme Chic, hein. Alors quand tu vois toutes les semaines, un peu moins. Florent, tout à l'heure tu parlais de Dalot, je sais pas si on dit Dalot, j'ai entendu un peu toutes les prononciations. Est-ce que finalement il y a aussi ce regret-là d'avoir perdu Cancelo ? C'est sûr. Enfin, forcément, dans tous les cas, t'as le regret, mais est-ce que Cancelo, ce soir, peut t'apporter des choses qui vraiment auraient manqué, ou alors ça aurait fait finalement doublon, je sais pas, il serait allé un peu investir la zone de Moutinho, donc du coup, pas remplir les manques que t'avais. En fait, le Portugal a tellement souffert de son manque de jeu intérieur pendant une bonne partie du tournoi, même s'ils ont garni la zone en fin de match parce qu'il fallait revenir, que tu te dis que c'est vrai que finalement, avec Guerreiro à gauche et Cancelo à droite, ils ont peut-être sur le papier les deux meilleurs latéraux quand il faut créer à partir de rien, quoi, que le décalage n'est pas créé et qui reçoivent la passe, la fameuse Varane-Pavard, donc c'est la Pep Cancelo ou la Diaz Guerreiro. Peut-être que ce sont sur tout le plateau là de cet Euro, les latéraux qui sont capables le plus de créer quelque chose à partir de rien et de trouver eux-mêmes du jeu intérieur ensuite par la passe ou bien du jeu par-dessus. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que t'avais toujours Guerreiro, qui d'ailleurs est pas loin d'égaliser avec sa belle frappe sur le poteau et qui fait un bon Euro de mon point de vue. Mais oui, je pense que avec Cancelo, t'as quand même perdu beaucoup parce que déjà de base, t'es en difficulté dans le jeu intérieur, donc il te faut des éléments créatifs capables de créer depuis le côté, et avec Guerreiro et Cancelo, t'étais quand même plutôt bien loti de ce point de vue. Et t'aurais pu l'envoyer limite jouer les 1 contre 1 Cancelo, en plus quand tu parlais de joueurs de 1 contre 1, Flo, Cancelo dans le dribble parfois il peut vraiment inventer des choses aussi. Imagine les mêmes séquences où les Belges, les pistons belges sortent en retard sur Cancelo. Autant Guerreiro a pas forcément l'explosivité pour éliminer un gars qui va arriver lancer sur lui, mais s'il voit venir Hazard à 30 mètres, 20 mètres, puis 10 mètres, il a largement le temps de faire un crochet, de l'éliminer et d'accélérer derrière, quoi. Cancelo, c'est tout à fait dans ses cordes. Et ça, pour le coup, Dalot ou Diogo, on va l'appeler Diogo, ne pouvait pas le faire. Raphaël, question très simple, très pragmatique. Si jamais on met Bernardo Silva à la place de João Moutinho, ça nous laisse du coup Cristiano Ronaldo, Diogo Jota. Comment est-ce que toi tu articules, alors évidemment avec la facilité d'avoir la lecture a posteriori, tu articules l'équipe? Est-ce que tu mets un João Félix côté droit? Est-ce que tu mets Bernardo Silva, Bruno Fernandes côté droit? Est-ce que tu laisses ces deux-là et que tu mets André Silva et que du coup tu gardes deux numéro 9? Pour toi, quelle aurait été vraiment la meilleure articulation vu la façon dont ça s'est passé? Je pense que ça aurait été Jota côté droit et João Félix côté gauche. Pour qu'il soit faux pied et qu'il puisse créer du jeu justement, et pourquoi pas laisser le couloir à Guerreiro, sachant que Jota aurait pu faire des appels en profondeur pour attaquer ce côté-là, donc l'autre côté. Ronaldo avait tendance à faire ses appels côté gauche en plus, donc t'aurais pu avoir une double menace comme ça dans la profondeur, Ronaldo Jota et un Félix qui se serait rendu disponible entre lignes, mais c'est un rôle que t'aurais pu aussi confier à Bruno Fernandes, dans ce truc d'ailier intérieur qui en fait est un meneur. Après évidemment c'est facile a posteriori, comme tu l'as dit, de proposer des choses comme ça. Mais là, Bernardo, limite, j'avais envie de dire, quand on parlait de l'absence de percussion côté droit, Bernardo aurait dû jouer encore plus bas et laisser Dalot plus haut et lui rester en couverture. Tant qu'à faire. Plutôt que là, être dans un entre-deux où t'as aucun des deux qui va
qui va ni faire reculer le piston, ni l'attaquer balle au pied. Voire le piston ou le central côté ballon d'ailleurs. Ça aurait pu être le central gauche attaqué comme ça. Mais évidemment, c'est facile à dire à posteriori, c'est pas aussi facile à corriger en cours de match. On verra que corriger des trucs en cours de match, les Pays-Bas ont eu beaucoup de mal à le faire aussi. Mais ouais, l'équilibre de cette attaque, en fait, la question, c'est que faire de Bernardo, et en effet, par rapport à cette production, il aurait pu tout à fait être relayeur à côté de l'ami Jean Palin. Sachant que c'est quand même une thématique. Hein. On ne nie pas que voilà, le but c'est pas de donner des leçons a posteriori, mais le truc Bernardo Silva trop neutre, c'est un fil rouge depuis que tu fais déjà dans des podcasts hors Euro, mais que tu fais à chaque match du Portugal. Non, mais déjà dans les 120, je crois qu'on avait parlé de lui un moment. Ouais, dans une préparation pour les 120. Parce que ça commence à faire 2-3 ans là que c'est pas suffisant par rapport au niveau qu'il avait il y a quelques temps, et il est en train de devenir un joueur fade en fait. C'est triste par rapport à ce qu'il proposait à Monaco. Florent, la bataille de l'entrejeu, du coup à la fois on a déjà parlé de Renato Sanchez, mais on peut à la fois parler de l'ami João Palhinha, notre nouveau héros furtif, puisqu'il va rapidement nous quitter. Combattant individuel. Combattant singulier. J'ai aussi intégré la variante belge, parce qu'on n'a pas encore beaucoup parlé de la Belgique depuis tout à l'heure. Witsel, Tielemans, qu'est-ce qu'on pense de l'avenir potentiel de cette équipe-là? Alors sans 100% se projeter vers le match face à l'Italie, mais mine de rien, t'auras, j'imagine, un 3 contre 2 à gérer avec ces 12 joueurs-là. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses du rapport de force sur ce match-là et des projections qu'on peut faire par rapport à ce qu'ont montré les deux Belges? Disons que face à l'Italie, ça va être un sacré test quand même, parce que ils ont un petit souci quand même. J'ai l'impression que leur ligne d'attaque est aussi concernée par le pressing que la ligne d'attaque, et le travail défensif que la ligne d'attaque des Pays-Bas. Dont on reparlera après, mais qui déconnecte assez vite. Côté belge, même s'il y a eu des efforts quand ça galérait un petit peu en fin de match, on a vu des joueurs faire des efforts en plus. Même Eden Hazard est revenu défendre pour aider son frère. Peut-être que c'est les efforts en plus qui d'ailleurs lui ont coûté sa blessure. On verra où il en est, parce que c'est vrai que s'ils perdent De Bruyne et Hazard en une mi-temps, ça risque d'être compliqué. La petite main derrière la cuisse, là, Flo, ça me paraît compliqué. Ne serait-ce que sur les 2 prochains matchs, c'est surtout avec 3-4 jours d'écart, quoi. Ouais. C'est en fin de semaine. Et surtout vu les saisons dont sort Eden Hazard. C'est pas le mec, tu te dis, dans placenta de cheval, et dans 2 semaines il est là. C'est ça. Mais c'est vrai que face à on peut se projeter face à l'Italie. T'auras le 3 contre 3 avec les 3 Italiens, Di Lorenzo, Bonucci et celui qui sera à gauche, donc Acerbi sans doute. Chiellini s'y revient, mais je pense pas. T'auras les 2 pistons qui seront en place. Les 2 pistons, il y aura duel direct. Mais par contre, c'est vrai qu'à l'intérieur du jeu, Witsel et Tielemans vont avoir un sacré taf, parce que il y aura un surnombre côté italien, et en plus, au-delà du cas des trois milieux italiens, donc qui seront sans doute Jorginho, Barella et Locatelli ou Verratti, il y aura le souci d'Insigne, je pense, qui viendra aussi à mon avis se balader dans cette zone-là pour un petit peu plus foutre le bordel, et surtout, j'ai pas l'impression que dans la ligne défensive belge il y ait des joueurs qui aient l'explosivité pour pouvoir sortir de la ligne def et aller annuler un surnombre, par exemple, si Insigne décroche dans cette zone-là. Donc j'imagine assez aisément une maîtrise italienne. Maintenant, ça va être une maîtrise face à des Belges qui viennent de sortir de 90 minutes d'une défense plutôt correcte en bloc bas, et surtout des Belges qui seront aussi sans doute toujours dangereux en transition pour ressortir. Mais est-ce qu'ils seront dangereux sans Hazard et De Bruyne en transition? Bah voilà, c'est ça. C'est là que le verdict médical risque d'être assez important. Je pense que Lukaku aura beaucoup à faire. Ça va être une. Après le Lukaku, il aura marché dessus pendant 2 ans, donc là pour le coup on va voir ce que ça va donner après la Serie A, s'il arrive à confirmer au niveau. Mais ouais, lui pour le coup, qui fait quand même un gros match aussi encore ce soir. Ouais. Même si c'est fait rentrer dedans 2-3 fois, où il y a Pep qui l'attrape en début de match. Je sais pas si vous voyez le contact. Tout début de partie à l'épaule où il le fait voler. Où tu fais ça va. En plus, ça devrait être sympa. Imagine l'état d'esprit de Pep quand il a vu que l'arbitre ne sifflait rien et s'est dit waouh. Trop bien.
Ah bah sur Hazard juste avant, c'était quand, deuxième mi-temps? Ouais, c'est en fin de partie. Quand il attrape Torgan Hazard, c'est un peu la même chose. Hein. Oui, bah totalement. C'est genre ah putain, c'est buffet à volonté, ça c'est moi buffet à volonté. C'est-à-dire on peut prendre, bah du coup c'est terminé quoi. Je prends 3 assiettes et puis je me les remplis, mais c'est que pour moi. Raphaël, Florence s'est beaucoup projeté. Oui. Du coup, au-delà du 3 contre 2, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les deux individualités belges qui, moi, alors à l'époque, je parlais de Dendoncker, Tielemans sur le côté eau pétillante, c'est bien, mais c'est pas, voilà, c'est pas de la grande gastronomie. Là, c'est Witsel qui l'a remplacé, Witsel qui est sans doute meilleur que Dendoncker, mais un peu à court de rythme, même beaucoup à court de rythme. Voilà, au-delà de l'infériorité numérique, où je pense que Locatelli, à mon avis, a des chances d'être privilégié par rapport à Verratti pour sa mobilité. Est-ce que ces deux-là sont même intrinsèquement capables de rivaliser avec des joueurs d'un niveau supérieur? Je pense quand même que Verratti et Jorginho sont très contents de ne pas tomber sur le Portugal, parce que le mismatch avec Renato au milieu de terrain aurait été assez terrible. C'est vrai. Quand tu vois qu'il a écrasé des joueurs beaucoup plus mobiles aujourd'hui, je vais pas les compter, mais il y a une action qui est vraiment scandaleuse, c'est quand Guerreiro lui envoie une passe poitrine surpuissante, qu'il arrive à s'orienter, et derrière qui rafute 2 mecs en mode John Alomou ou Brian Abana, mais sauf qu'en plus il a le ballon dans les pieds et qu'il gagne des mètres, et derrière il fait une super passe en plus, il me semble. D'ailleurs la passe surpuissante de Guerreiro sur Renato Sanchez, à un moment je sais plus qui était consultant sur la chaîne que je regardais, mais ça a dit oh bonne passe, alors que pas du tout, c'est pas du tout. C'était sur Bean. Très bon contrôle. C'est bravo, Jossou bravo du coup. Très bon contrôle, mais très mauvaise Oh la passe. bonne passe. Non mais c'était impressionnant, et je pense que là-dessus Verratti et Jorginho auront quand même beaucoup moins à faire, pas mettre d'épée partout avec les milieux belges, d'autant plus que De Bruyne ne sera plus dans cette zone-là. Il est blessé, s'il est trop blessé pour. J'ai l'impression que De Bruyne, j'ai l'impression que les mecs en plus, il vit un été horrible entre ce qui lui est passé en finale de Ligue des Champions, et là il se prend des coups à tous les matchs, j'ai l'impression. Il se fait défoncer. Donc s'il y a pas De Bruyne, je pense que pour le milieu italien c'est cadeau, parce que après derrière dans les éléments belges qui peuvent jouer à l'intérieur comme ça, Tielemans en termes de mobilité c'est un genre de Verratti quoi, et Witsel c'est un peu plus long, un peu plus longiligne, mais c'est pas non plus ultra mobile, et ça je pense que contre Locatelli ou Barella il aura du mal. Donc je pense vraiment que c'est une très bonne nouvelle pour le milieu italien qui aurait pu qui, on l'avait dit, mais dans la même idée que le milieu allemand, pouvait exploser contre des mecs capables d'attaquer à l'intérieur, des Pogba, des Renato. Et là, il tombe sur une équipe qui ne semble pas en avoir, mais après peut-être que j'oublie un Belge sur le banc. Je ne suis pas persuadé. Florent, articulation offensive, beaucoup de Lukaku. Oui. Heureusement qu'il était là, même si sur le but il n'est pas forcément directement impliqué, et qu'il fait pas non plus tout bien. Je me souviens, bon, après on peut pas tout lui demander, hein, mais c'est d'une transition notamment en fin de match où il oublie un peu le ballon, et voilà, il fait pas forcément les bons choix, mais de manière générale les transitions belges en fin de match étaient pas géniales, hein, elles aboutissaient même pas forcément à des tirs. Avec Carrasco qui frôle la Ginola. Celle-là elle est difficile, hein. Celle-là elle est très difficile, au-delà de sa coupe de cheveux. Je comprends toujours pas cette mode, les cheveux décolorés, on dirait qu'ils ont mis leur tête sur les lignes. Tu penses que c'est comme Festina pour les mêmes raisons? Non, quand même pas. Mais, d'ailleurs, pour ça, la pire image, alors, je pense pas que c'était pour ça, mais la Roumanie 98 ou 2000, quand ils ont tous les cheveux décolorés, c'était quand même un truc assez fabuleux. Donc Florent, Lukaku, qui sera peut-être du coup, de toutes les étoiles belges, la seule qui va rester au prochain match, si De Bruyne et Hazard ne sont pas là. Est-ce que tu l'imagines capable de gagner le match à lui tout seul, ou en tout cas de faire les différences qui vont lui permettre d'avoir des prises à 2, à 3, qui vont libérer par exemple Torgan Hazard sur un côté, ou des choses comme ça? Oui, je pense que face à l'Italie, et au vu de ce qu'il a fait en Serie A en fait depuis qu'il y est, je pense qu'en plus il y aura peut-être un ascendant psychologique dans les premières minutes ou au départ de la rencontre, qui fait qu'il sera craint forcément par les équipes en face. Je serais pas surpris que dans la presse italienne jusqu'au match ça soit du attention à Lukaku, et qu'on aille interroger tous les techniciens d'Italie pour dire il faut le prendre comme ça. Je vois à peu près un petit peu comment le storytelling peut se faire, et oui, je pense qu'il va forcément être dans tous les têtes italiennes, surtout et encore plus si Hazard et De Bruyne sont HS, ils peuvent pas au moins ne pas démarrer le match quoi. Donc oui, de toute façon, le passage en demi-finale de la Belgique, au vu de ce qu'ils ont montré ce soir, passera forcément par lui. Je vois pas d'autres joueurs être capables d'élever leur niveau aujourd'hui,
si Hazard et De Bruyne sont blessés, bien sûr, capables d'élever leur niveau pour être ce joueur clé, ce facteur X, pour faire basculer la rencontre en leur faveur. Parce qu'après, c'est pas collectivement qu'ils ont montré quoi que ce soit vraiment offensivement. Même si je disais au début qu'il y avait des idées, etc. Ils ont quand même montré pas mal de limites aussi, qui font qu'aujourd'hui, collectivement, si tu mets le collectif italien face au collectif belge, avec des individualités identiques, mais tu prends les principes des deux équipes, je pense que l'Italie est quand même un cran devant, voire deux. Par contre, si tu ajoutes les individualités, là, c'est vrai que Lukaku à lui seul, je pense qu'il est capable de faire un match où il a autant d'impact que les 3 attaquants italiens réunis, quoi, parmi ceux qui ont été alignés jusque-là. C'est pas un match où t'as envie de mettre Doku dans les zones de Verratti et Jorginho un peu, juste pour les emmerder, vu qu'en plus de toute façon t'as plus grand monde. Mais ouais, ça peut s'envisager, ouais. Ça peut s'envisager de le mettre demi-espace et de le mettre juste derrière, juste dans le dos. Mais après, il s'agira aussi de réussir à défendre comme ils l'ont fait aujourd'hui, parce que l'Italie attaque quand même beaucoup mieux que le Portugal. Ça sera moins désordonné et du coup, il faudra défendre encore mieux que ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que le côté gauche avec Insigne, Spinazzola, qui fonctionne plutôt pas mal face à Meunier, je pense que ça peut faire quelques dégâts. Et même à droite, tu vois, je disais que il y avait un vrai souci aujourd'hui côté portugais, c'est l'incapacité d'avoir de la percussion et des joueurs, des excentrés notamment capables de percuter. L'Italie à gauche a Spinazzola et à droite ils ont Berardi, ils auront peut-être Chiesa, on en parlait hier, ce sera peut-être Chiesa qui jouera sur l'aile. Et là de suite, si tu mets un vrai dribbleur face à Meunier et un autre vrai dribbleur de l'autre côté face à Hazard, ça va me revenir, qui n'est pas non plus un vrai défenseur. Tu peux créer pas mal de problèmes, surtout si en plus, comme on disait tout à l'heure, t'as un surnombre dans le cœur du jeu. Là, ça peut partir d'un peu partout. C'est vrai qu'avec tout le respect qu'on a pour Thomas Meunier, il avait quand même été doublé par Matteo Morey dans la hiérarchie à Dortmund, donc c'est-à-dire que même en club, il n'a pas forcément montré des capacités incroyables et une trajectoire ascendante depuis son départ du PSG. Raphaël, la bagarre. La bagarre, qu'est-ce qu'on peut dire de la bagarre ? Un peu facilité par un arbitre qui était assez chill, oui. Donc du coup tout le monde s'est engouffré dans l'espace. Je vais commencer par là, oui, l'arbitre qui ne revenait sur aucune faute en fait. C'est-à-dire que quand une faute avait lieu, que le joueur continuait son action et qu'il perdait le ballon parce que à un moment il avait été déstabilisé dans l'action et que ça l'a pénalisé, l'arbitre qui pourtant d'habitude je trouve Félix Brych est plutôt bon. Enfin, la plupart du temps, j'ai jamais eu une mauvaise rencontre avec Félix Brych. Là, j'ai l'impression qu'il était vraiment dans l'idée, on laisse jouer. Je siffle pas, mais c'était un peu abusé, quoi. C'est-à-dire que la faute sur Lukaku, elle est énorme, elle doit valoir un jaune à Paligna, qui derrière, du coup, a continué à faire des fautes de fou, parce qu'il s'est dit, si c'est pas sifflé, je continue. Et il en prend un juste avant la fin de la première, je crois. C'est la faute sur De Bruyne. C'est la faute sur De Bruyne où il tacle la cheville. Voilà, donc pour moi il doit sortir à ce moment-là. Ça doit être son deuxième en fait. Ouais. Donc c'est ça. Donc ça te change quand même pas mal le match, même si finalement la Belgique gagne quand même, mais perd De Bruyne, ce qui est pas vrai. Et la bagarre, par contre, il y a eu alors la bagarre, c'est souvent on dit ouais c'est désordonné, c'est le chaos, etc. C'est pas très plaisant, mais par contre la fin de match où c'était un peu désordonné des deux côtés, déséquilibré, et qu'il fallait que les joueurs prennent des initiatives individuelles et se sacrifient, se tapent jusqu'au bout pour essayer de revenir, que ce soit le Portugal ou pour essayer de protéger le score pour les Belges. J'ai trouvé ça hyper divertissant et un bon moment, et vraiment la tension des compétitions européennes ou mondiales où tu joues pour ton pays et t'es à 10 minutes de sortir de la compète. Et ça, j'ai trouvé que c'était du but à but avec des joueurs qui étaient cramés et qui essayaient de faire des différences un peu n'importe comment parfois, en forçant la frappe de loin du côté des Portugais souvent. Mais il y avait quand même un truc, une tension. Il y a Pep qui est devenu joueur à tout faire en fin de match, où au moment il gagne un ballon, il sort sur le temps de passe comme N'Golo Kanté dans le camp adverse, il gagne un ballon et derrière il est en train de créer du jeu. Je crois que les 10 dernières minutes il les passe dans le camp belge, Pep. Et ça c'était il y avait plein de trucs hyper intéressants. Et j'étais parti pour parler d'autre chose que j'ai oublié. Ah oui, si. Et en fait, quand j'ai vu cette physionomie de fin de match, alors elle est pas facile à deviner, tu sais pas que ça va se passer comme ça, tu sais pas que la Belgique va prendre autant de risques à la récupération et se désordonner aussi,
parce qu'ils ont continué à faire des contres à 3-4 joueurs, et comme ils arrivaient pas à les mener au bout, bah ça redonnait des ballons de contre au Portugal. Plus tu vas vite vers l'avant, plus vite ça revient vers toi. Quand j'ai vu comment ça finit, je me suis dit, mais pourquoi tu sors Renato à la 78e, quoi? Parce que dans des espaces ouverts comme ça, c'est le joueur qui était le plus à même de faire des différences, malgré la fatigue, je pense. Et ça, c'est... En plus, tu fais rentrer Sergio Oliveira et Danilo en fin de match. Mais alors, à ce moment-là, c'est juste parce que je pense qu'il n'y a pas la richesse au milieu de terrain, sur le banc, pour faire la chose que Renato fait, mais ne le sort pas. Ça me fait penser un peu aux fans des Bucks qui disaient à Budenholzer à l'époque de pas sortir Antetokounmpo et de pas le faire jouer que 35 minutes sur des matchs de playoff. Au pire, tu vas faire 12 minutes de plus, tu le reposes pourquoi? Même s'il est cuit sur une action individuelle, il peut créer des choses qu'aucun autre Portugais n'est capable de faire. Et quand tu voyais du coup les joueurs derrière, les Bruno et compagnie, les Sergio Oliveira, les André Silva, João Félix essayer de s'exprimer dans ces espaces-là ouverts, de faire des différences, je me suis dit putain, mais Renato sur les 10 dernières minutes, il te met le feu. Et c'est ça, je voulais finir par ça. Mais en tout cas, la fin de match, j'ai vraiment, c'est le grand plaisir des compétitions internationales d'été, quand c'est un peu moins organisé que le football de club, mais que t'as peut-être encore plus de tension et cet aspect nation qui est parfois plus puissant. C'est vrai que moi, ce que je me suis dit, c'est qu'il y avait de bonnes chances, surtout sur la loi de l'emmerdement maximum, où je me suis dit que j'allais devoir passer 40 minutes de plus au boulot parce qu'il y aurait prolongation. Finalement, non, j'y ai échappé. Mais je me suis vraiment dit, le Portugal va pousser, va marquer, mais va paumer en prolongation parce qu'il y aura pas Renato et qu'il y aura des milieux moins bons. Florent, juste pour conclure sur ce match, cette fin, ces 10 dernières minutes, dernier quart d'heure, redire quand même un petit mot sur la défense de la surface côté belge, parce que du coup c'est quelque chose qu'on pourrait potentiellement retrouver. Alors il n'y a pas forcément de surprise concernant le gardien, on sait que Thibaut Courtois fait deux dernières très très bonnes saisons même du côté du Real, et que finalement c'est un gardien qui a eu très peu de trous dans sa carrière, toujours à très haut niveau. Par contre, Vertonghen, Vermaelen, Alderweireld, tu pouvais te poser la question sur est-ce que la date de péremption est pas passée, notamment sur l'ami Vermaelen, qui joue quand même à Kobe aujourd'hui, au Japon. Et finalement ça va, il n'y a pas de bêtises, ils sont au niveau. Après, bon, il reste des questions sur l'explosivité, sur s'il faut sortir, quoi. En gros, ce que tu disais tout à l'heure, sur s'il faut aller aider un cran plus haut. Mais en tout cas, si t'as à nouveau ce siège-là, t'as pas de garantie, mais tu sais qu'au moins c'est possible qu'ils tiennent. Ça va, il y a même, ils ont même reçu l'aide de Hazard. Là, je regarde les dégagements qui sont les stats classiques pour voir sur la défense de surface les joueurs les plus présents. Et je vois Vermaelen qui termine à 5, Vertonghen à 4, Alderweireld à 4, Meunier à 5, Hazard à 3, donc Thorgan évidemment, et Witsel à 3 et Tielemans à 2. Donc au-delà des 3 centraux, c'est même un bloc de 7 joueurs en fait qui étaient présents pour couvrir la surface et fermer les zones clés. Et ça, oui, ça les Belges l'ont plutôt bien fait, et c'est un vrai truc, c'est-à-dire que quand l'équipe de France sort la Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde, c'est notamment aussi parce que cette défense de surface sur cette Coupe du Monde-là, les Français avaient été très très bons. Varane Umtiti pour couper les trajectoires avait été quasiment parfait du premier au dernier match. Et ça peut être une garantie pour aller loin, et notamment traverser les temps faibles. Et ça, pour le coup, t'en as vécu quand même un bon temps faible quand tu prends l'évolution de la possession, des passes dans certaines zones du terrain. Voilà, les Belges ont souffert en fin de partie, mais ils ont su se reposer là-dessus. Et c'est vrai qu'au coup d'envoi, tu vois cette ligne de 5, tu te dis, il va y avoir une main quelque part, il va y avoir un dégagement raté, il y a un truc qui va foirer, quoi. Et puis finalement, non, ils ont rien donné. J'ai pas souvenir d'une action où côté portugais ça gagne un duel, même s'il y a juste l'action avec André Silva où Courtois sort devant lui en toute fin de match là, et ça fait une petite occasion quand même, mais il arrive pas à taper dans le ballon. Mais c'est vrai qu'à part cette action là, alors que bon, t'as quand même Ronaldo en face qui est toujours là pour avec sa détente pour mettre une tête, ils ont très peu concédé, mis à part oui, il y a aussi le corner avec la tête de Ruben Dias qui finit sur Courtois. Mais oui, je pensais vraiment qu'avec cette ligne là, t'allais pas forcément être souverain si tu en cas de souffrance continue près de tes buts. Et finalement ils sortent avec un clean sheet face au Portugal, donc c'est juste un premier exemple. Mais tu vois, face au Danemark, ils s'étaient fait balader pendant 45 minutes et ils étaient sortis avec seulement
2 buts encaissés, un but encaissé, Un je sais même plus combien il y avait. seul. Un seul à la mi-temps. Et oui, c'est vrai, ça finit à 2, je suis bête. Mais tu vois, même là, ils avaient vraiment pris la tempête et finalement, ils avaient encaissé qu'un but. Certes, il y avait eu un peu de maladresse en face, mais il y avait eu aussi quelques dégagements, des tirs contrés ou des choses comme ça. Donc, ils ont peut-être ça, en effet, qui peut leur permettre de franchir d'autres tours. Et vu qu'en face, l'Italie n'est pas non plus une équipe avec des joueurs très très forts dans la surface jusque-là, bah pourquoi pas un tour de plus, on verra. Maintenant, fini les bêtises, place au grand match du jour, le grand match de dimanche, la victoire 2-0 de la Grande République tchèque face aux Pays-Bas. Donc des buts de Olech à la 68e et de Patrick Schick à la 80e. Compo côté néerlandais, Stekelenburg dans les buts, derrière De Vrij et De Ligt Blind, sur les côtés Dumfries, Van Aanholt, au milieu de terrain De Roon et De Jong. En 10, on va dire, Wijnaldum est devant de Paimalen. Côté tchèque, Vaklic dans les buts, Soufal, Selutska, Kalash, Kader Arjabek en défense, Olech au milieu, mais parfois en défense un peu partout, et un cran plus haut, Souček, Barak, et sur les côtés Mazopoulos, Stevčík, et devant Patrick Schick. Raphaël. Attends, Christophe, est-ce que tu peux, en hommage à Jean-Charles Sabatier, donner aussi le nom de l'arbitre central et de l'arbitre assistant? Parce que j'adore quand Jean-Charles Sabatier dit le nom de l'arbitre central et après il dit accompagné de son fidèle assistant, avec toujours des noms improbables. Oui, mais bon, là c'est monsieur Karasev, oui. Assisté de messieurs Demcheko. Demeshko. Pourtant, c'est vraiment pas dur. Hein. Et monsieur Gavrin, Maxime Gavrin. Ouais, ou Gavriline, je ne sais pas, je n'arrive pas à voir s'il y a un L en plus sur une police qui, on le rappelle, est de l'Arial 4, peut-être, oui, Gavriline. Sur Soccer, oui, on ne les remercie pas. Donc voilà, c'est sûr que c'est un peu moins de gueule que quand c'est le docteur Félix Bru, comme il l'annonce quand il commente les matchs de Bundesliga. Raphaël, est-ce que t'es étonné de ce résultat? Est-ce que ce résultat est conforme à la logique du match en dehors du carton rouge infligé à Matthijs de Ligt à la 55e? La logique du match à partir du rouge, oui. La logique du match jusque-là, pas forcément. C'était assez équilibré. Est-ce que je suis surpris si tu me replaces il y a 2 jours quand on était en train de penser aux 8e de finale à venir? Oui, quand même. Parce que même si la République tchèque avait été intéressante par séquence sur la phase de poule, j'ai pas trouvé qu'il s'était dégagé un collectif fascinant non plus, ou extrêmement puissant, ou imposant, ou technique, ou créatif. Enfin, je crois qu'il faisait le boulot, que Schick avait été très bon, mais qu'il y avait quand même une certaine limite. Et là, finalement, collectivement, contre une équipe qui était assez bonne pour ressortir le ballon jusque-là, même si elle n'avait pas affronté des adversaires très forts, ils ont gêné les Pays-Bas comme aucune équipe ne les avait gênés là sur le début de la compète, et peut-être ne les avait gênés depuis leur retour en grâce depuis 2-3 ans et la nomination de Koeman à l'époque. Donc là-dessus vraiment agréablement surpris pardon, je vais y arriver, c'est dur. T'arrives même pas à dire ton pardon, c'est terrible. Pardon, excusez-moi. Et on voulait de la République tchèque un peu ce qu'on voulait de l'Autriche, c'est-à-dire de s'inspirer des clubs du pays qui fonctionnent bien. L'Autriche, c'était Salzbourg, la République tchèque, c'était Prague. Et là, pour le coup, je pense qu'on a vu un peu plus un match à la Prague de la part de la République tchèque. C'était plus facile, évidemment, après le carton rouge. C'était plus facile aussi par rapport au plan qui a été choisi par les Pays-Bas à 10. Mais ça, c'est la bonne nouvelle, c'est de se dire que oui, la République tchèque a proposé ce qu'on aurait aimé voir. Il y a encore eu beaucoup de kilomètres parcourus et beaucoup plus que l'adversaire, même si c'est un peu biaisé par le fait que les Pays-Bas finissent à 10. Mais disons que voilà, pour te répondre à ta question, je suis surpris que les Pays-Bas soient éliminés par la République tchèque. Je ne suis pas surpris vu ce qui s'est passé sur la rencontre. Notons que tu dis Prague. Comme dire, c'est surtout le Slavia Prague qui est dans l'intensité, même si le Sparta, parce que ça fait un peu comme si tu disais l'Angleterre s'est inspirée de Londres, quoi. Un peu vague. Aveu, c'est parce qu'à chaque fois j'oublie si c'est le Slavia ou le Sparta, et du coup je dis Prague, et à chaque fois j'ai failli dire Sparta alors que c'est le Slavia. Donc. Non mais en vrai le Sparta met aussi de l'intensité, mais est moins bon un peu sur tout, et c'est le Slavia qui fait les parcours européens depuis 3-4 saisons. Florent, j'ai l'impression que tu as vu ce que tu espérais voir, ce qu'on t'avait vendu, notamment moi, mais en me faisant parfois le porte-parole d'autres personnes, sur ce que pouvait être la République tchèque et ce qu'elle avait notamment été pendant quasiment tout le match face à la Belgique en Ligue des Nations ou en qualif, je sais plus, en tout cas il y a de ça quelques mois, à savoir là il y a vraiment full intensité et il y aura peut-être même sans doute jamais la créativité, mais il y a d'autres choses pour embêter l'adversaire.
Ouais, c'est ça, full intensité, c'est-à-dire que ça se voit des deux côtés, alors pas des deux côtés du terrain, mais dans les deux situations, avec le ballon et sans le ballon. C'est-à-dire que avec le ballon, on a eu un pressing individuel tout terrain dans la moitié de terrain adverse, où c'était du 1 contre 1, quitte à assumer d'avoir un 2 contre 2 derrière avec Kalas et Selustka, Oui, c'est ça. avec face à Depay et Malen. Très souvent, t'avais les longs ballons et puis c'était du 2 contre 2 à la retombée. Voire même du 3 contre 3 quand t'avais Dumfries qui faisait un appel axial et qui embarquait Kader Jabek aussi avec lui. Donc ça c'est le premier point, et ça a pesé très très lourd parce que ça a vraiment empêché les Pays-Bas d'installer leur possession et de s'installer au milieu de terrain et dans le camp adverse derrière. C'est-à-dire que Blind, on l'a très peu vu. Frankie de Jong a beaucoup souffert, a été très gêné, il a dû placer qu'une ou deux accélérations, je pense, balle au pied en première mi-temps, mais pas beaucoup plus. Très gêné par Souček qui restait toujours à... C'est là aussi un point où les Tchèques sont très forts, c'est quand ils sortent cadrés, ils sortent toujours à la distance parfaite par rapport au porteur de balle, ce qui fait que le porteur ose jamais s'engager ou quoi que ce soit, sous peine de perdre la balle. Il y a vraiment une science à ce niveau-là du placement, histoire de pas être collé à De Jong. Ça sert à rien d'être collé à De Jong parce qu'il te met un contrôle orienté et puis tu prends 3-4 mètres derrière. Là, Souček il restait juste à distance, juste pour le contrôler s'il essayait d'accélérer. Enfin bref, ça c'était très bien fait. Et ensuite, de l'intensité avec le ballon, c'est-à-dire que ne pas avoir peur de laisser juste les deux gars à 2 contre 2 derrière, parfois, et surtout de mettre beaucoup de monde devant le ballon, devant le porteur, de manière à vraiment perturber les marquages côté néerlandais, quoi. On avait remarqué sur les matchs précédents que les Néerlandais défendaient beaucoup avec une orientation très individuelle, très très marquée sur l'homme. Et le truc, c'est que si tu mets 3-4 personnes dans la même zone, et les marquages, et on voyait que les marquages vont être beaucoup plus difficiles à tenir. On sait pas qui est mon joueur, quoi. Et du coup, les Néerlandais ont été très gênés par ça pendant tout le match. Dès les premières minutes, il y a une action qui est complètement folle où on se retrouve avec je crois que c'est le 13, j'ai plus son nom, le 13 tchèque. C'est Ševčík qui ne jouait pas les matchs précédents. Qui a un ballon qui n'est pas du tout cadré et qui devant a une passe à donner, mais il envoie quelqu'un au but. Quel enfoiré à ce moment-là, putain. J'ai pas compris. Et à la place de, mais Souček a été très calme, je crois que c'est Souček qui fait l'appel. Il était très calme, il s'est replacé. Mais il est toujours très calme. Mais alors que franchement, le mec, t'as envie de lui mettre un coup de tête, quoi. Elle est scandaleuse, il a 3-4 secondes pour la mettre, l'intervalle n'est jamais fermé, et l'intervalle s'est ouvert juste parce que autour, il y a plein de Tchèques, en fait, qui sont devant le ballon aussi, et donc les Néerlandais essaient de se réorienter par rapport à ce qui se passe autour d'eux. Et finalement, je crois qu'il la met pas, mais je pense qu'il se dit il est hors jeu, parce qu'il y a Delert qui joue bien avec la ligne de hors jeu sur cette action-là. Mais oui, action complètement dingue, et au bout de 2 minutes, tu peux envoyer Souček au but. Et tu vois, Souček, c'est le milieu, c'est un des relayeurs, parce qu'ils étaient plus présentés en 4-2-3-1, je crois, il me semble, parfois. Que quoi, 4-3-3. Je t'avoue que là, en voyant la compo, là, ils me le mettent en 4-1-4-1 du côté de Soccerway. Après, ça bouge beaucoup, hein, donc. Mais tu vois, là, Souček, sur cette action, il est avant-centre. Il est en position d'avant-centre. Parce que, dès qu'ils avaient la balle, il y avait, en effet, du mouvement pour vraiment perturber la manière de défendre des Pays-Bas. Et ça a très bien marché. Ça leur a permis d'avoir des temps de jeu, des temps de possession, de ne pas faire que courir aussi après la balle. Je crois que la possession, finalement, est assez équilibrée. Même si, évidemment, en passant 11 contre 10, ça s'est accentué côté tchèque. Mais oui, un très grand match de leur part. Et en fait, moi, ma surprise, ça a été autant je me disais, après le premier tour, on en avait parlé, que les Pays-Bas tomberaient face à la première vraie équipe qu'ils allaient rencontrer dans le tournoi. Je m'attendais à ce que ce soit le Danemark. Et finalement, les Tchèques ont vraiment fait un très très gros match. Donc, c'est eux qui ont le privilège de faire tomber les Néerlandais. Ouais, possession, c'est 51% pour les Pays-Bas. Et au rouge, on était à 54% pour les Pays-Bas, donc il n'y avait pas non plus un truc pas non plus un gros écart. Ouais. Et tu vois, si tu regardes 5 tirs, donc vraiment à 55e, 5 tirs chacun, 54% de possession, pourcentage de passe 76-72, duel aérien c'est la même chose, 8 tacles check at 5, enfin vraiment il n'y a pas, sur les stats, c'est équilibré. Sur l'ensemble de la journée d'hier et d'aujourd'hui, je trouve que ça me montre bien quand même qu'il y a énormément d'équipes qui, même dans les équipes soi-disant de possession ou de jeu de position, qui ont du mal à imposer leur jeu à l'adversaire. C'était pareil contre l'Italie qui a galéré contre l'Autriche. Et là, les Pays-Bas, ils ont vraiment galéré. La Belgique, on les a même pas vus imposer leur jeu, qui sont censés bosser depuis des années, depuis que Roberto Martinez est là. Finalement, je me demande
si, à part l'Allemagne et l'Espagne, il y a une équipe qui est vraiment capable de dire, le match va se passer comme ça. Après, qu'il y ait des buts ou pas, ça dépend de beaucoup de choses. Mais, tu vois, mais la France ou alors, enfin, même une équipe qui voudrait imposer son jeu en laissant le ballon, j'ai l'impression qu'il y en a pas vraiment qui arrivent à le faire parce que, ouais. Oui, on va voir. Mais est-ce qu'il ouais. On verra s'ils arrivent contre des équipes qui ont un style différent de l'Espagne, qui leur laissent un peu aussi le ballon et qui les attaquent. Même les équipes qui jouent sans ballon sont pas forcément très solides. Ou pas énormément. Enfin, je sais pas, il y a pas la France 2018 à cette compétition. Du coup, c'est un bilan que j'ai tiré des 2 derniers jours. De me dire que finalement, ce qu'on avait vu en lors de la phase de poule, avec beaucoup d'équipes qui développaient du jeu, et une fois qu'elles tombent contre des adversaires un peu mieux préparés, un peu plus solides, ça s'écroule très très vite. Après, ça, c'est aussi le niveau de la phase de poule. C'est vrai aussi, ouais. Qui est assez hétérogène, et du coup, il y a des écarts beaucoup plus grands, et des écarts qui se resserrent immédiatement dès que tu arrives en 8e, avec en plus le côté des matchs couperés, etc., qui te crispent sans doute un peu plus. L'Italie, c'est sans doute ce qu'on a vu face à l'Autriche, et puis en plus, en 3 matchs, t'as vraiment le temps de l'étudier si tu veux la contrer, quoi. Il y a ça aussi qui doit rentrer en ligne de compte. C'est pour ça que je citais l'Allemagne et l'Espagne, parce que je n'imagine pas l'Espagne faire le même match que la Belgique contre le Portugal, par exemple, tu vois. D'un coup, ne pas pouvoir garder le ballon, ou le laisser un petit peu, et pareil pour l'Allemagne. On l'avait vu contre le Portugal, de toute façon. D'ailleurs, l'Espagne a joué le Portugal en prépa, alors le Portugal, il manquait quelques joueurs, mais c'était, 70% de possession côté espagnol. Enfin, c'était vraiment une domination totale. Raphaël, est-ce que tu as envie de parler de certaines individualités ? Il y a l'ami Thomas Olech, qui met le but, et qui fait aussi la passe décisive. Florent parlait de gens qui permutent, dépassement de fonction, etc. Là, il fait une récupération haute. Il est censé être plus ou moins devant la défense ou aider la défense en possession, etc. Là, il récupère dans le camp adverse, il fait un rush à toute vitesse alors que c'est la 80e et tu te dis, cet homme est quand même très préparé physiquement et fait la passe décisive. Voilà. Parmi tous ces joueurs tchèques qui couraient partout, qui permutaient beaucoup, au-delà de Patrick Schick, le chat, est-ce que des joueurs t'intéressent ? Et Thomas Olech, le loup, avec des yeux de loup. Aussi. Absolument. Merci Christian Jean-Pierre. Non, mais Olech, je pense que c'est le joueur principal, aussi pour son rôle défensif. Et Maxime Brigand, la Brigue, l'a dit sur Twitter, c'est que, et je pense que la stat a beaucoup circulé sur le nombre de ballons touchés par Wijnaldum. Ouais, 22. Mais en fait, c'est parce qu'il avait Olech sur le dos constamment. Et que les Pays-Bas ont eu beaucoup de mal à faire ce qu'ils faisaient très bien jusque-là, d'arriver à trouver le joueur le plus loin, entre les lignes, que ce soit Depay, que ce soit, Weghorst, comme j'ai vu que c'était prononcé, parce que Patrice Guillou, à un moment, m'a beaucoup surpris en prononçant le nom. Puis après, je me suis informé auprès du spécialiste des accents, Christophe Cuffly, et des prononciations. Et c'était très juste. Donc, il y avait que des consonnes, dans sa prononciation. Ah ouais, non, t'avais l'impression t'as l'impression qu'il te tousse dessus. Mais il te dit le nom du joueur. Et Malen, donc, on pourra reparler de Malen, mais qui était aussi intéressant entre les lignes parfois, et Wijnaldum, mais à un moment, je sais plus, avec Flo, on se l'est dit aussi, genre, il était pas là, en fait. Il touchait aucun ballon. Je crois qu'il touche une vingtaine de ballons sur l'ensemble du match. Et quand les Pays-Bas sont menés 1-0 puis 2-0, il a l'air complètement cramé. Donc, après lui, je me pose aussi la question de son état physique, parce que c'est le mec qui a quasiment le plus joué à Liverpool. Je crois qu'il joue les 3 matchs de poule aussi des Pays-Bas. Et là, tu enchaînes avec lui encore. Alors évidemment, t'es toujours plus fatigué quand tu perds que quand tu mènes au score. Mais il a été très très bien géré par Olech, qui est venu défendre et descendre dans la ligne défensive pour justement éviter de subir la même chose que le Portugal contre l'Allemagne, c'est-à-dire 4 défenseurs pour gérer une largeur de 5 joueurs en face. Ce qui fait que Dumfries a pu être, en tout cas, contrecarré, pas totalement, mais gêné au moins par Kader Jabek. Je savais pas que ça se disait comme ça, mais j'ai écouté les commentaires. Il me semble, oui. Après, ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a un accent sur le R qui fait qu'il y a le RJ derrière. Je crois. Alors l'accent là est sur le A, sur Ouscord, mais c'est. Mais il est sur le R aussi. Mais ils aiment bien les accents en République Tchèque, on va pas se mentir. Après, je vais pas trop en parler parce qu'on va nourrir les gens qui après nous envoient 50 000 tweets par jour sur les prononciations. Taux d'effort. Tout ça pour qu'après je leur dise qu'on en a rien à carrer. Donc je vais arrêter de le dire. Mais non, mais Olech, oui, c'est le joueur de ce match-là, même si d'autres ont été bons. Bon, Tsoufal a encore été intéressant. Vaklik a sorti les arrêts qu'il fallait. Il fait quand même un bel euro, le bonhomme. Et puis Schick qui met son but. Mais ouais, même si Barak, que je connaissais pas, a été pas mal aussi au milieu de terrain, relayeur à la place de Darida. Ouais, qui est un vrai bon joueur de Serie A, qui fait le boulot. Pour le coup, ça fait partie des postes
où les Tchèques peuvent changer relativement facilement sans perdre trop en qualité, tu vois. C'est quelqu'un qui a mis ses 7 buts en Serie A cette saison. En plus, Hellas, qui est une équipe qui aime le jeu, hein, c'est un peu le mini Atalanta. Donc là-dessus, c'est intéressant. Florent, finalement, j'ai l'impression que la République tchèque sera peut-être l'équipe qui... Alors, l'Autriche un petit peu, mais finalement l'équipe qui est la moins figée dans sa manière d'attaquer, et qu'en fait, tu disais que ça permute beaucoup ou autre, mais c'est totalement illisible pour l'adversaire, par rapport à la Belgique, où c'est enfin voilà, c'est même presque... Ça peut manquer d'intensité, parce que tout le monde tient sa zone et fait toujours la même course. Tu peux avoir aussi ça avec l'Italie, finalement. Est-ce qu'il y aura pas une limite à un moment de ce côté-là, un peu trop bordélique, sachant que ça aurait pu déjà... Voilà, si Malen sait contrôler du pied gauche, enfin conduire un ballon du pied gauche, ça aurait pu péter, même si à 0-1, je pense que c'était pas forcément fini côté tchèque. Oui, c'est sûr. Après, il y a toujours une limite, c'est-à-dire que là, en effet, ça les rend illisibles. Mais face à un... Alors, ça sera pas le cas au tour suivant, parce que pour le coup, avec leur performance du jour, le match face au Danemark, il risque d'être assez fun. Hein. Pour moi, c'est le match du siècle. Hein. Je n'ai jamais été aussi hypé de toute ma vie. Non, il y a quand même pas mal d'ingrédients. J'étais très pressé, très hypé à l'idée d'un Pays-Bas-Danemark déjà, en ayant une petite idée sur l'issue. Là, ce République tchèque-Danemark me paraît aussi très plaisant sur le papier, parce que ouais, ça peut partir dans tous les sens. Entre d'un côté le jeu de position des Danois qui ont plusieurs solutions, on l'a vu face aux Gallois, pour sortir le ballon. S'il y a une première version qui marche pas, ils en tenteront une autre et peut-être encore une autre. Là, en plus, faut ajouter ce côté, comme tu le dis, assez imprévisible des Tchèques, qui lorsqu'ils ont la balle, en fait, il y a pas trop de calcul, c'est on met des joueurs devant le porteur qui lui offrent des solutions, et puis c'est au porteur ensuite de trouver la bonne, de trouver le joueur le plus démarqué, parce qu'on va essayer de perturber les marquages adverses en mettant du nombre devant lui, et on va essayer de progresser vers le but comme ça. Et il y a aussi quelque chose qui a un calcul avéré, puisque de toute façon c'est une équipe qui a priori court beaucoup plus que ses adversaires depuis quelques temps. Je sais pas si ça vaut depuis le début de l'Euro, parce qu'il y a eu des matchs où il y a eu très peu d'intensité, notamment face à l'Angleterre. Je sais pas si c'était devant. Mais là, je crois qu'à la mi-temps, ils ont 5 km de plus, à 11 contre 11. Donc, tu partais sur une base où ils auraient 1 km de plus par joueur à la fin de la partie, quasiment. Et en fait, ça s'explique parce qu'en gros, dans leur projet de jeu, ils acceptent le 2 contre 2 derrière, ils acceptent de prendre des risques à la construction, de mettre beaucoup de joueurs devant le ballon, parce qu'ils se disent, sur la transition def, on court plus que l'autre, donc on sera peut-être plus en nombre de l'autre côté du terrain à l'arrivée, si toutefois nos défenseurs se font pas éliminer entre-temps. Il est là le danger, hein, si c'est ce qui se passe sur l'action de Malen, c'est-à-dire que t'as Kalas et Seluska qui explosent en même temps, sur son crochet, son accélération, et voilà, si ces deux mecs-là peuvent pas ralentir un peu la transition pour permettre aux autres de revenir, c'est là qu'il y a du vrai danger. Mais en attendant, pour l'instant, le 2 contre 2 à 50 mètres de leur but, pour l'instant c'est assumé, ça fonctionne pas trop mal. Donc oui, ça va rendre le match face au Danemark très sympa. Oui, il peut y avoir un seuil de compétence si t'affrontes, j'allais dire l'équipe de France, mais quelqu'un comme Mbappé en attaque, qui se retrouvait en 2 contre 2 avec Kalas et Seluska. Je pense que ça peut faire le même genre de dégâts que Malen, que Malen a pu faire. Mais finalement, sur leur chemin, là, côté danois, il n'y a pas de joueurs comme ça, devant. Il n'y a pas de foudre en vitesse. Il y a Braithwaite, mais bon. Il y a Malen, mais qui part de plus bas, quoi. Donc, ouais. Ça me paraît compliqué de l'imaginer tout là-haut, quoi. Par contre, pour ajouter à ta hype, tu vas avoir un duel Meile-Koufal, qui risque de te ravir aussi. Absolument. J'ai l'impression d'avoir prononcé Meilen oui. En faisant un mix. Oui. Avec Daniel. Les gens comprendront. Raphaël, j'étais un petit peu déçu de ce qu'a fait Frenkie de Jong, c'est pour ça, tout en étant... Alors, il y a aussi un peu la technique de supporter de miser sur la défaite. La défaite, comme ça, on est forcément content, soit on a eu bon, soit son équipe a gagné. Mais c'est moche. Mais je suis une vilaine personne. Mais je pensais sincèrement que Frenkie de Jong était capable, finalement, en fait, si tu fais de l'individuel partout, de casser la première individuelle et ensuite il y a un décalage et c'est mort, quoi. Et il l'a pas fait au point que l'ami Maxime Brigand, le roi de la chaîne L'équipe en ce moment qui multiplie les palettes, me disait je veux voir Wout pour pouvoir balancer long à la relance pour qui dévie de la tête, parce que au sol tu passes pas en fait. Mais je pense que il est tombé sur des mecs qui sont capables de lui répondre sur les premiers mètres
peut-être mieux que depuis le début de la compète, au moins. Parce que là, il est tombé sur des gars, notamment Souček, dans sa zone, qui non seulement est costaud, mais en plus n'est pas lent. Enfin, il peut réagir surtout sur pour les un grand. Ouais, c'est ça. Très grand pour son poste. Il peut réagir sur les premiers appuis. Et du coup, la relation principale des Pays-Bas, qui est ce triangle Blind, Depay, De Jong, très bon article sur l'équipe de la part d'un certain Raphaël Cosmidis, mais qui s'est avéré complètement pas du tout en rapport avec le match, parce que Blind a passé son temps à allonger, vu qu'il n'y avait pas de solution. Donc on n'a pas vu le meneur reculer d'Ali Blind, mais elle a été coupée. Et ça, franchement, la République tchèque a été très forte là-dessus, même si Depay a été trouvé de temps en temps, mais on a plus vu Malen, parce que le jeu côté gauche a été bloqué par la République tchèque, ça a très bien défendu. C'est vrai que De Jong, alors j'ai l'impression qu'en plus à partir d'un moment il a été vraiment frustré par l'arbitrage, et je l'ai vu plus souvent discuter avec l'arbitre qu'essayer de faire la différence balle au pied. À chaque fois qu'il y avait un coup de sifflet, il allait voir, il allait se plaindre et tout, et ça, je pense que ça a joué psychologiquement aussi. Un peu déçu sur ce plan-là. Après, c'est sa première compétition internationale en fait, Frenkie de Jong, parce que 2018 ils étaient pas qualifiés, donc puis en plus c'était avant sa grande saison avec l'Ajax. Donc je sais pas, peut-être un peu de naïveté, d'immaturité sur ce plan-là, c'est dommage. Mais après on peut l'analyser dans tous les sens ce match. Il y a quand même 1 minute où tout peut se passer et ça tourne du mauvais côté. Et je pense que si Malen met son but, les Pays-Bas passent. Parce que je vois pas la République tchèque revenir si les Pays-Bas sont à 11 et ont des espaces dans lesquels s'exprimer. Et ça, c'est assez terrible ce qui se passe, parce que Malen a beaucoup de temps, il fait un super match, et je suis très très client du profil du joueur, que je trouve hyper complet et super fort techniquement sur les prises de balles. C'est-à-dire que n'importe quel ballon qui arrive, il est capable de le remettre au sol dès sa première touche. Mais cette occasion, je pense qu'il dort pas, quoi. Il va s'endormir après nous. Pourtant, ce n'est pas toujours facile. Après, c'est vrai que Florent, forcément, les Tchèques bénéficient de cette minute-là. Maintenant, le vrai problème, c'est d'être à 0-0 sans forcément dominer à la 55e. D'avoir si peu de tirs, surtout. D'avoir, t'as 5 tirs. Finalement, tu ouvres la porte au danger. Alors, encore une fois, on n'est pas à la 85e où t'as été stérile pendant de très très longues périodes. Mais c'est finalement de jamais avoir totalement pu imposer ton jeu. Et il y avait notamment un truc que t'avais ciblé, alors on a parlé d'autres, c'est potentiellement Dumfries. Qu'est-ce que t'as pensé de son match, même si au final il a affronté Kader Javek et non pas Boril, ce qui d'ailleurs moi je préfère celui-ci à l'ami Boril, je préfère l'ami Pavel, mais voilà, moins de différentiel de taille, et on l'a moins vu, on l'a vu un tout petit peu, je crois, à un moment dans la surface, notamment, où il se fait à moitié devancer. Il fait un déboulé à un moment donné en première mi-temps, en début de partie. On l'a surtout en début de partie, en fait. J'ai l'impression qu'ils ont eu besoin d'un peu de temps pour le gérer. Même à la première minute, il y a un centre qui vient de la gauche, et c'est lui qui arrive un peu en retard, où le centre est un petit peu long. Mais bref, t'avais quasiment leur spécial dès la première minute de jeu. Et oui, au fil du match, ils ont su le gérer. T'as son appel de balle à la 12e, là, où il oblige... où il parle de l'aile droite et il se retrouve à faire un appel d'avant-centre et il oblige le gardien à sortir. Il n'arrive pas à redresser le ballon. Donc ouais, on l'a surtout vu en début de partie. Et ensuite, ouais, il a été plutôt bien contrôlé. C'est vrai que quand les Tchèques étaient en position, tous dans le camp adverse pour bloquer les sorties de balles courtes des Pays-Bas, dès que ça allongeait, ça visait sa zone assez volontairement et assez régulièrement. Mais il remportait pas forcément les duels, quoi. C'était à toi, à moi, et surtout sur les deuxièmes ballons, ils étaient loin d'être forcément néerlandais derrière. Raphaël, on va parler un petit peu coaching, pas forcément côté tchèque, même si on a eu l'entrée de Kral, qui n'est pas Burak Yilmaz, le Kral, qui est plutôt un sosie de Tahiti Bob. Donc côté néerlandais, parce que donc voilà, coaching perdant en tout cas, qui n'a pas été gagnant. Promesse remplace Malen à la 57e, Weghorst remplace De Roon à la 73e, puis Berghuis remplace Van Aanholt à la 81e, tout comme Timber remplace Blind. Tu as exprimé quelques doutes sur le coaching de Fernando Santos, notamment la sortie de Renato Sanchez. Est-ce que pour toi, il y avait la place de faire mieux? Est-ce que tu comprends, par exemple, alors même si encore une fois, à 10, etc., c'est pas toujours facile, mais l'entrée de Promesse à la place de Malen, ou le dispositif
utilisé en infériorité numérique par les Néerlandais. Mais c'est plus le dispositif que les noms en eux-mêmes qui sont surprenants. Pas surprenants, parce qu'après les coachs font ce qu'ils veulent et 4-4-1, ils sont passés en 4-4-1 quand le Mathis de Ligt a été expulsé, donc pourquoi pas, ça arrive souvent, mais en fait c'est par rapport au profil des joueurs qu'il a sur le terrain, notamment Blind, De Jong, Depay. Je pense que même à 10 contre 11, tu peux avoir des séquences où t'es capable de garder le ballon et de ressortir. Parce qu'individuellement, t'as des mecs capables de casser la ligne soit balle au pied, soit par des combinaisons en une touche de balle. Tu peux faire reculer Wijnaldum dans le milieu de terrain, et tu fais un De Jong, Wijnaldum, De Roon, derrière Malen et Depay, ou Promesse et Depay si tu veux sortir Malen parce qu'il est cuit ou X raison, ou parce que tu veux un peu plus de vitesse avec Promesse. Et c'est le 4-4-1, mais qui a fait subir les Pays-Bas très très vite, et surtout a ouvert la possibilité à la République tchèque d'aller très haut sur le terrain et d'envoyer des centres. Et c'est ça et de gagner des coups de pied arrêtés, surtout des corners. Et c'est ça que j'ai pas trop compris, parce que s'il y a un domaine dans lequel tu pouvais être en difficulté face à ces Tchèques, c'est sur les centres et les coups de pied arrêtés, parce que j'ai l'impression qu'ils font tous 1m85, ou quasiment. Et tous 85 kilos du coup, parce que il y a peu de personnes filiformes, il y a pas Slenderman dans l'équipe. Bah il y a pas Frankie de Jong en face. Pas Kalajic. Il y a pas Kalajic. Non, donc c'est ça, alors que j'ai pas compris, ça, enfin, je sais pas, dans le moment, dans l'action, quand t'es sur le terrain, t'es sur le banc, faut prendre vite une décision. On dit toujours qu'on comprend pas les trucs, mais on nous mettrait à la place, j'aurais sans doute fait un infarctus et j'aurais dit bon bah vas-y assistant, occupe-toi de tout ça. Mais en tout cas ça a pas du tout fonctionné. C'est une constat qu'on peut faire, c'est que le 4-4-1 avec Depay, qui en fait ne servait à rien, c'est comme s'il y avait un mec qui courait entre deux centraux mais sans jamais avoir aucune chance de récupérer le ballon. À la limite faire un 4-5. Ne le mets pas là, mais à part pour à la récupération pouvoir le toucher, mais encore fallait-il qu'il y ait des courses autour de lui. Et ça a pas trop fonctionné. De Jong a plus touché un ballon, Blind a plus touché un ballon, les Pays-Bas n'ont jamais eu l'opportunité de ressortir, et en fait à 1-0 tu sens très très vite que les Pays-Bas reviendront pas, parce qu'ils ont pas d'occasion, parce qu'ils arrivent plus à avancer. Et même dans le langage du corps de la plupart des Néerlandais, j'ai trouvé que déjà tu te disais ouais bon, déjà qu'à 0-0 à 10 contre 11 on n'était pas bien. Ça a duré que 13 minutes, mais derrière, ce but de Olesch, il te fait beaucoup de mal, et je sais même pas s'ils ont un tir, finalement, quand ils sont à 10. S'ils ont un tir en toute fin de match. Je sais même plus ce que c'est. Ils en ont un seul, ouais. Un tir angle fermé de Promesse, a priori, à 2 minutes de la fin. Mais donc, cette infériorité numérique, elle est évidemment pas facile à gérer, d'autant plus quand tu joues contre une équipe qui déjà court tellement que t'as l'impression qu'elle est à 12. Mais là, pour le coup, c'était un exemple ce sera un cas d'étude pour Debourg et d'autres coachs, de comment mieux réagir la prochaine fois quand tu es réduit à 10. Et cas d'étude également, pour ce qui est l'un de mes grands combats, le fait que, alors même si c'est une situation un peu particulière, hein, mais qu'il vaut parfois mieux aller au duel que mettre des gens sur la ligne, parce que sur le premier but, bon après, je ne sais plus qui, mais il y en a un qui arrive en retard, mais t'as déjà une personne sur la ligne, et au final c'est terminé à 3 sur la ligne et personne au duel. Et ouais, c'est toujours un truc, pour chaque sauvetage sur ligne, je me dis, il y a peut-être des buts que t'aurais évité si t'avais pu aller embêter la personne qui a gagné le duel aérien, même si, bon, les Tchèques sont quand même tous de beaux bébés, ce qui est quand même sur le plan physique fort, c'est-à-dire ils sont grands, ils sont costauds, et ils courent longtemps, et t'en as même pas mal qui sont relativement explosifs comme Souček, donc c'est pas énormément de points faibles, et du coup, oui, t'as un peu moins besoin de créativité quand t'es capable de courir partout. Donc là-dessus, c'est pas mal avec Patrick Schick, qui est un peu, peut-être pas une anomalie, mais qui est beaucoup plus fin que les autres. Ouais. Je sais pas, c'est comme si tu mettais Alain Delon avec Ed et Eddie. Je sais pas si vous avez la référence. Ed et Eddie, mais ça me fait penser un peu à ça. T'as 3 mecs qui sont un peu laborieux, là, les Souček, Barak et Olesch, mais qui ont quand même certaines qualités, et puis tu mets au milieu un mec qui est beaucoup plus fin, qui même dans son but, là où il passe devant premier poteau, est assez élégant. Donc ouais, c'est un peu ça, mais c'est vrai que ces Tchèques, ils sont de plus en plus durs et de plus en plus embêtants au fil de la compétition. Parce que leur premier match contre l'Écosse avait été quand même assez moyen, en dehors des exploits de Patrick Schick. Il y avait pas du tout, je trouve, dans le match contre l'Écosse, ce qu'on a vu aujourd'hui. Il s'était fait bouger ouais, par l'Écosse, qui avait répondu sur les duels aériens, etc. C'était un match sympa, par contre. Ouais. C'était un match sympa à voir. Et après, c'est vrai que la Croatie, ça fait nul, mais on trouve pas encore ces Tchèques qui annulent totalement. On voit un peu de pressing, notamment sur Kovacic, Modric. On voit que ça se met un petit peu en route. Néanmoins, il n'y a pas une intensité gigantesque. Bon, après, le troisième match contre l'Angleterre, c'était
irregardable, je pense qu'on peut dire ça, comme ça. Ça confirme ce qui était un peu ma théorie, l'un des points que j'évoquais, à savoir que les Tchèques se géraient quand même. J'ai l'impression qu'ils étaient pas, dans tous les cas, on est qualifié, qu'on soit 1, 2, 3, on sera dans tous les cas pas forcément favori. Ne pensons pas à améliorer le tableau en se déployant sur le terrain, quoi. Et je serais pas surpris par contre que, en ayant eu cette approche-là, les Néerlandais s'attendaient pas du tout à ce qu'ils ont vécu aujourd'hui. Je pense vraiment que là il y a eu une vraie surprise, surtout quand tu prends, ça fait un peu psychologie, mais surtout quand tu prends les déclats de Debourg qui étaient très néerlandais. Ouais, c'est vrai, qui a fait des déclats audacieuses tout au long du tournoi, on va dire. Je pense vraiment qu'ils s'attendaient pas à tomber sur ça aujourd'hui. D'ailleurs, grosse journée pour Rafael van der Vaart aussi, qui s'est fait attaquer par tout le Twitter espagnol par rapport à ces déclats, genre comment l'Espagne va marquer, depuis l'Espagne a mis 5 buts et les Pays-Bas 0, donc ça fait mal. Van der Vaart, l'homme en photo, côté d'Andrés Iniesta. Justement, on est sur Franck Debourg. Florence est la cible facile, parce que c'est quelqu'un qui, depuis qu'il est parti de l'Ajax, n'a à peu près rien réussi dans le coaching. Est-ce que là, à partir du moment où on part du principe que les Pays-Bas sont individuellement supérieurs, voire nettement supérieurs aux Tchèques, est-ce que pour toi il a mal fait quelque chose? Est-ce qu'on peut lui imputer, si je cherche à faire le buzz, on peut lui imputer une partie de la défaite, ou pas forcément, parce que c'est toujours pareil, si tu mets Frankie de Jong dans les meilleures conditions et Wijnaldum dans les meilleures conditions, et qu'ils n'arrivent pas à se sortir de l'adversaire, c'est plus leur faute que celle du coach, même si tu peux toujours ajuster les choses. Je pense quoi qu'il arrive, qu'on le fasse nous ou pas, elle va lui être imputée, vu comme c'est parti, je pense. Oui, mais toi, tu as du poids. Toi, tu pèses pour une dizaine de milliers d'auditeurs. Donc, bon. Non, je pense quand même que oui, mais les problèmes que tu vois, qui ont vraiment jailli sur ce match, cette défaite, c'est des problèmes que tu voyais même quand les Pays-Bas gagnaient sur la phase de poule. Quand ils se font remonter de 2 buts par l'Ukraine, tu passes de 2-0 à 2-2 parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler Yaremchuk et les lignes de passe qui vont vers lui, ou quand ils se prennent des transitions par la Macédoine lors du 3e match avec une Macédoine qui joue au ballon aussi et qui les met en difficulté. Tout ça, c'était des choses en effet où à chaque fois que ça t'arrive, normalement, c'est à chaque fois une occasion de gérer, d'essayer de régler ces problèmes-là pour pas qu'ils se répètent. Et là, en l'occurrence, t'as l'impression que les Pays-Bas, ils ont fait 3 matchs, mis à part celui contre l'Autriche, où l'Autriche s'est sans doute heurté à son plafond de compétences face à des individualités qui lui étaient supérieures. T'as l'impression qu'aucun problème collectif qui était vu lors du premier match n'a été réglé au fil du temps jusqu'à arriver à cette défaite-là. Ouais, et donc ça, tu peux imputer en effet ça au travail du staff. Même si après, une fois que la compétition est lancée, c'est vrai que t'as quand même peu de temps à part pour faire de la vidéo, pour bosser ça, mais ce qui en plus est encore plus dommageable, c'est que ce qui marchait n'a même pas été vu sur ce match. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait en possession lors des 3 premiers matchs n'a pas du tout existé sur cette rencontre. Et T'as un chiffre, c'est les 76% de passes réussies, 72, je sais plus exactement. Ouais, je l'ai sous les yeux, là, je crois que c'est 76. J'ai 71, je l'ai pas sous les yeux, parce que je crois. J'ai 71 à la fin du match, là. Ah oui, c'est 71, ouais. Je crois même qu'ils tombent à 63 une fois qu'ils sont réduits à 10. Donc, et ça, je pense que si on remonte les matchs précédents, je pense qu'ils étaient au-dessus des 80. Je suis en train de regarder vite fait. 76, c'était au moment du rouge. Ouais, c'est ça. Mais c'était déjà faible, 76 pour une équipe qui a De Jong, qui a Blind, qui a Depay. 76, c'est tu vois, contre la Macédoine, ils sont à 86. Contre l'Autriche, qui a priori presse un peu plus, ils étaient à 79. Donc, ils étaient un petit peu déjà mis en difficulté. Et face à l'Ukraine lors du premier match, ils terminent à 90% de passes réussies, avec une Ukraine beaucoup plus passive. À signaler quand même, même dans ce contexte difficile, le bon match à nouveau de Dumfries, qui a été le plus dangereux des Néerlandais, et qui en a sauvé une d'ailleurs dans sa surface aussi. C'est vrai. Il a surnagé malgré les difficultés. Delirte, gros sauvetage aussi, juste avant la mi-temps, là, sur une action. C'est Bourak, je crois, ou Barak, je sais même plus. Bourak est éliminé depuis quelques jours. Et Barak où Delirte se jette et la sauve au dernier moment sur une après passe. La glissade pluie-main est terrible par contre parce que oui.
Mais a posteriori, je me demande s'il regrette de pas juste avoir laissé Chic marquer et d'essayer de revenir au score, tu vois. Dans ces cas-là. Sachant que je suis même pas sûr que Chic marque. Je pense que tu aussi, peux faire un peu faute, tu sais, en te mettant sur sa route. Je sais pas. Moi, je pensais qu'il allait écraser le ballon en Abidal ou se mettre dessus pour dire jeu à terre, coup franc, mais la main, enfin, dans l'action, dans le feu de l'action, je sais pas ce que tu fais, mais c'est vraiment cette minute terrible où Malen et De Ligt aujourd'hui doivent être au fond du trou. Et notez quand même une chose qui me semble assez intéressante, que Stekelenburg fait 37 passes, dont 31 passes longues et 6 réussies. Et c'est pas forcément un truc très néerlandais. Vautlich fait 27 passes, 20 passes longues, 8 réussies. Donc c'est-à-dire même là, au-delà du côté réussir ou pas les passes longues, ça a allongé depuis le gardien, quoi. Mais il avait aucune solution courte, Stekelenburg, parce qu'à chaque fois les trois centraux néerlandais étaient très rapprochés dans des attaquants tchèques qui étaient toujours à distance pour décourager cette passe-là. Et sur De Jong, il y avait Souček. Donc en fait, il y avait jamais personne de disponible. Alors que j'étais en train de regarder la réaction de Flo et que son écran s'est figé. Donc là, j'ai une vue sur des yeux. Oui, c'est tellement, on dirait dans Tintin, quand il fait je me rends et il fait non les yeux. Attends. Ouais, petit problème technique à domicile, en effet. Mais ça a donné une bonne imitation de Christophe, donc je suis content là-dessus. Non mais donc Dumfries, voilà. Il sera pas dans l'équipe type du tournoi parce qu'il sort trop tôt de la compétition, mais il sort 4 vraiment bons matchs. Et à noter donc que déjà jouer dans un autre système que le 4-3-3, c'est compliqué aux Pays-Bas. Jouer à 3 derrière, c'est encore plus compliqué aux Pays-Bas. Perdre en jouant à 3 derrière, c'est quand même très compliqué. C'est-à-dire que quand tu joues de la sorte, vaut mieux réussir, parce que sinon, même pas ton retour, hein, déjà, sur place, c'est compliqué d'écouter ce qui se dit au pays. Alors, bon, Van Gaal était plus ou moins passé à travers les critiques, parce qu'il a quand même fait demi à l'époque. Là, De Boer, c'est compliqué, quoi. À la fois, il a trahi le pays, mais en plus, il a fait une performance qui, sur le plan purement du résultat, est largement insuffisante, on va le dire. Après, Van Gaal avait en plus défendu son choix en disant « Ouais, mais j'ai perdu Strootman 2 semaines avant le début, donc m'emmerdez pas. » C'était un peu ça sa réponse. Oui, alors que là, De Boer, c'est pas particulièrement justifié, il me semble. Il dit, bon, je trouve que c'est le meilleur système. Alors je joue comme mais ça, après, ce qui peut s'entendre, mais ce qui s'entend moins dans un pays aussi ancré sur sa philosophie autour du système. Après, la production en phase de poule était pas anti-football total, tu vois. Il y avait quand même des trucs sympas. Enfin, c'était, je comprenais quand même un peu, pas trop les critiques là-dessus. Après, le truc, c'est que t'aurais défendu de la même manière en 4-3-3, tu te serais fait balader aussi. Oui, totalement. Non, mais de toute façon, c'est plus sur l'animation. Ah, mais là, cette l'animation de def, le problème qu'en effet, le choix du système en particulier, quoi. Puis là, ça te mettait De Jong, Wijnaldum et Depay dans des bonnes conditions, et Dumfries dans des bonnes conditions, et qui s'est révélé peut-être être ton joueur offensif le plus important après Depay. Donc, franchement, je pense pas que d'un coup, évidemment, c'est ce qui va se passer, hein, je pense du côté des Néerlandais, mais je pense pas que ce soit faille d'un coup condamner le système choisi par De Boer. Et comme vous l'avez dit, c'était plus des animations dans certains moments du jeu qui étaient problématiques, plus que ce système qui avait montré des bonnes choses en poule. Puis qui dit 4-3-3, surtout la néerlandaise, dit quand même ailier. Là, si c'est pour titulariser Promesse, Rakpo, c'est pas forcément le poste où je trouve que les Néerlandais sont le mieux pourvus. En tout cas, si tu vises vraiment la victoire finale, quoi. Ouais, je suis un peu déçu de pas avoir plus vu Gravenberch sur la compète. Mais là, ça aurait voulu dire remplacer De Roon, je pense. Oui, a priori. ou tu vois, ou faire jouer un peu plus haut pour faire souffler Wijnaldum de temps en temps. Même si c'est pas un 10, hein, Gravenberch, mais je sais pas, il avait quand même sorti des sacrés matchs avec l'Ajax cette saison, notamment contre Lille. Donc, un peu déçu, mais bon, on les reverra de toute façon dans 1 an et demi, les Néerlandais, je sais pas qui va être coach, je suis pas sûr que De Boer survive à ça. Mais ce serait bien que Ten Hag prenne la sélection, par exemple. Ouais, même si moi, ça me rendrait triste de plus le voir en club. Ouais. On verra. Et moi, j'aurais bien aimé voir Kopp Miners, mais bon, le jeune se prêtait pas forcément à un meneur reculé de la sorte, mais lui, dans un 4-3-3, en point de basse, avec genre Gravenberch et De Jong à ses côtés, totalement hipster, non, parce que c'est pertinent, mais bon, c'était un peu mon rêve, mais je sais pas si ça aurait pu aller quand même au bout. C'est peut-être un peu light si tu mets face aux 3 milieux italiens, par exemple. Mais bon, ça aurait pu être une autre animation. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter, Florent, ou est-ce qu'on boucle sur cet épisode ? Eh bien, bouclons.
Bouclons, attachons notre ceinture, passons au pari avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Les paris où nous étions à 2 avec Florent à avoir parié sur cette journée. Florent, quel est le bilan ? 0 sur 2. Pas de but de Dumfries, pas de but de Lukaku, pas de but de Ronaldo. Donc du coup, y a rien qui passe. De mon côté, 1 sur 2, j'ai eu la victoire de la Belgique. Alors je pensais que la Belgique souffrirait moins, mais j'avoue que le Portugal qui sort assez tôt, ça me surprend pas trop. Donc là-dessus, ça doit être, je crois que c'était 2,45, ce que je trouve assez bien payé. Par contre, je n'ai pas eu Malen dernier buteur, même si au moment où il arrive en face à face, je me dis, ça y est. Il va mettre son 1-0 et il y aura peut-être plus de buts et ça peut passer. Ouais. Bon, après, j'étais pas triste du tout, hein. Mais j'ai envie de dire que je passe finalement pas si loin. Je le voyais plus prendre la profondeur. Non, mais il y a quand même, voilà, j'étais pas non plus totalement fou, quoi. Il aurait très bien pu être. Et surtout que je pense que s'il met le 1-0, il reste sur le terrain et il a des opportunités en profondeur pour mettre le deuxième. Mais bon, écoute, on va se satisfaire de tout ça. Mais Malen Depay, c'était vraiment sympa par moment. Cette attaque, c'était une des bonnes surprises de la compétition. Alors Depay, on l'attendait évidemment. Malen, il n'avait pas démarré titulaire. C'est dommage. J'aurais bien, tu vois, que la République tchèque passe, tant mieux par rapport à ce qu'ils ont fait collectivement. Mais j'aurais bien aimé voir ce duo quelques matchs de plus. Ce qu'on va voir pour un match de plus minimum, c'est la Croatie et l'Espagne. Raphaël, Oui. C'est ton premier pari et c'est un pari buteur. Ouais, un pari buteur qui va aller à contre-courant des moqueries, des diatribes, de la cabale anti-Morata. Pourquoi ? Parce que l'Espagne a quand même une sacrée tendance à se créer des occasions sur ces matchs. Alors est-ce qu'elle les met au fond ? Non, pas forcément. Mais ça a marché lors du dernier match avec quand même 5 buts, dont Morata d'ailleurs, il me semble. Il a marqué, il a débloqué son compteur, si je ne m'abuse. Je crois qu'il marque sur le match précédent, mais je ne pense pas qu'il marque sur ce match-là. Ah, bah, je sais plus, je confonds les matchs, là, En tout cas, t'as bien préparé tes paris, ça fait plaisir. Ouais, on sent que l'argumentation est rodée. Ouais, elle est très 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 rodée, hein. Je suis en train de vérifier quand est-ce qu'il a marqué, mais le but de Morata à 4,40. La Pologne. 4,40 contre la Croatie, c'est ça mon pari. But de Morata à 4,40. Donc je vérifie les fiches, et Morata n'avait pas marqué, il avait fait... Non, pas de passe D non plus. Il avait rien fait contre le... Bah si, il a tiré un penalty. Ah, mais bon, il l'a raté. Ah bah c'est ça qui va tromper. Non mais 4,40 parce que l'Espagne va avoir des occasions, parce que Morata je pense va quand même continuer à jouer, parce que Luis Enrique lui fait une grande confiance, et parce que la Croatie quand même a montré que ses centraux étaient parfois un peu fébriles. Je ne reparlerai pas de Dejan Lovren, qui sera peut-être pas titulaire d'ailleurs, hein. J'ai vu passer des Caleta, Tchar et Vida en charnière, en compo probable, donc à voir. Ouais, écoute, ça me rassure pas beaucoup plus pour la Croatie. Donc c'est juste que l'Espagne me semble, toi, par rapport à ce qu'on disait sur les collectifs et le fait que peu d'équipes arrivaient à imposer leur jeu à l'adversaire, je pense quand même que l'Espagne va mettre la Croatie à 30-35% de possession, qu'elle va arriver à installer son équipe dans le camp adverse, à presser à la perte de balle, à multiplier les séquences de centres, de combinaisons, et je vois bien Morata, de par son profil, rivaliser avec les centraux croates assez costauds. Est-ce qu'il va pouvoir répondre à la virilité de Domagoj Vida ? Je ne sais pas. Mais je le vois capable de marquer. 4,40. C'est un happy bet. Merci Raphaël. Florent, tu es aussi sur l'idée d'un buteur, mais pour l'équipe d'en face. Oui, parce que je pars sur des grosses cotes, je reste sur les cotes comme hier où j'étais à 5, 6, 7 même, je crois, Dumfries. Tout simplement parce que l'Espagne, en effet, risque d'avoir la balle, risque de dominer, mais je pense que la Croatie, avec les joueurs qu'elle a, Modric, Kovacic pour ressortir les ballons, on l'a vu lors du dernier match face à l'Écosse, qui certes n'est pas le même adversaire, mais on a vu une Croatie capable un petit peu de sortir de la pression, et on a vu surtout, parmi les offensifs croates, peut-être enfin une formule intéressante trouvée autour de je crois que son prénom c'est Nicolas Vlasic, je crois, du CSKA Moscou, et qui m'a semblé être d'assez loin le chaînon qui manquait justement à ces transitions croates. Une fois que Modric et Kovacic avaient nettoyé les ballons, il fallait un peu de créativité, un joueur capable un peu de tout faire sur le front de l'attaque, un joueur intelligent pour faire des différences et marquer des buts. C'est ce qu'il a fait face à l'Écosse justement en ouvrant le score. Donc je pars en fait sur un Vlasic qui pourrait être capable de mettre son petit but en fait à minima. Alors je dis pas de qualifier la Croatie, hein, le chemin sera long.
Il faudra surtout tenir derrière pour eux. Mais éviter le clean sheet espagnol, et parce que la défense espagnole n'a pas forcément marqué énormément de points sur ce premier tour, même s'il y a ce 5-0 face à la Slovaquie. Florent, est-ce que tu connais... Vas-y, pardon. Non, mais du coup, j'allais juste partir sur la cote pour finir. Vlasic buteur, c'est coté à 6. Donc voilà, une sortie de balle croate, un Vlasic qui est là pour terminer, et une Croatie qui marque. Ça sera peut-être à 2-0 contre elle, ça sera peut-être pour ouvrir le score, on sait pas. Mais un Vlasic buteur. Du coup, de plus voir ta caméra, je suis un peu perturbé. Christophe, est-ce que je peux rajouter a posteriori un autre argument sur le but de Morata? J'ai pas trop envie, mais puisque je vais pas pouvoir t'en empêcher, vas-y. Il est quand même à 3,7 tirs par match depuis le début de l'Euro, donc il a des occasions, il va en avoir, et Alvaro va marquer. Super. Florent, est-ce que tu connais une autre personne qui s'appelle Vlasic? Oui, bien sûr. Eh bien, sache que c'est le petit frère de Blanka Vlasic. Ah, d'accord, ok. Très, très belle anecdote. Une belle famille de sportifs. On est content pour lui. Famille de sportifs de haut niveau. Bah oui, j'imagine que c'est plutôt une bonne situation, frère de Blanka. Et du coup, c'est l'ex beau-frère de Karabatic, par extension. Non, ils étaient pas ensemble à un moment donné. Je sais plus. Je ne suis pas du c'est- FC Pure People, mais si c'est le cas, on les félicite. Il me semble. Enfin bref, passons. Et on regrette la fin de cette idylle. Raphaël, alors que tu m'as annoncé que l'équipe qui a des infos assez régulières sur l'équipe de France, maintenant partirait sur 3 centraux avec Lucas piston gauche, Pavard piston droit. J'ai l'impression que c'est la 8e compo différente et système différent que je lis depuis tout à l'heure. Je n'en peux plus. Est-ce que l'équipe de France, le staff de l'équipe de France ne fait pas fuiter pour essayer d'identifier Les taupes. Les taupes, je sais pas, ou alors pour troubler la Suisse, je sais pas, mais c'est vrai que ça a annoncé un 4-2-3, une défense à 3 avec Rabiot piston gauche, et là c'est défense à 3 avec Lucas Hernandez piston gauche et Pavard à droite. Donc, est-ce que ça influence ton pari ou pas sur ce match de 21h entre la France et la Suisse? Oh, très belle transition. Non, ça n'influence pas mon pari parce que tu sais que de toute façon je réfléchis très peu à mes paris, donc il n'y a pas vraiment de base argumentaire. Pas qu'à tes paris d'ailleurs. C'est moche de m'attaquer. J'ai d'un coup plus envie de faire le montage, Christophe, je vais peut-être te le laisser. Non, mais ça n'influence pas forcément. C'est plus sur un aspect mental et intensité que je pense que l'équipe de France va se réveiller, parce qu'à un moment, Deschamps doit en avoir marre de ses performances en demi-teinte. Et autant sur le côté jeu, changement des principes de jeu, d'un plan sur du long terme, sur comment créer des occasions, je pense que l'équipe de France ne changera pas vraiment d'ici quelques temps, et je sais même pas si ça dépasse le cas du sélectionneur et que c'est pas un peu culturel que notre équipe de France soit toujours dans l'adaptation plus que dans la création de principes de jeu au long cours. Mais par contre, je pense que Deschamps va s'énerver un petit peu, comme il l'avait fait avant le match contre l'Islande en 2016. La Suisse, défensivement, Christophe, on peut quand même qualifier ça de moyen. De perfectible. De perfectible, c'est bien, c'est très poli. C'est le mec qui arrive pour faire un audit dans une boîte et qui dit qu'il y a une marge de progression, il y a du potentiel. Il y a des axes d'amélioration. Il faut qu'on prenne des décisions. On va peut-être virer certains. Non mais voilà, donc je pense vraiment qu'il y a quand même, pour le coup, il y a un écart assez conséquent entre la qualité des attaquants français et la qualité des défenseurs suisses. Contre la Hongrie, cette théorie n'avait pas vraiment fonctionné. Mais la Suisse, je pense, ouvrira plus et n'arrivera pas à défendre comme l'avait fait la Hongrie. Et si en plus l'équipe de France arrive à utiliser la largeur avec ses pistons, Lucas Hernandez et Pavard, alors là, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc mon pari, c'est la France qui marque le premier but de chaque mi-temps. Et c'est à 3,50, Christophe. Et évidemment, c'est un happy bet. Magnifique. Et Florent ne va pas le faire. Ce cri, je pense, mais il a également un happy bet au programme et sur la même thématique. Ouais, même thématique, hein, ça rejoint totalement le pari de Raphaël, on pouvait jouer les deux si vous en avez envie. L'idée c'est de partir sur une France qui marque dans les demi-temps, donc ça rejoint ce que dit Raphaël, et avec un but aussi de Kylian Mbappé, pour une raison simple. Alors la cote est à 4,40 de ce happy bet. Avec une chose simple, hein, une route que j'avais déjà évoquée quand on avait parlé de France-Suisse il y a 2 ou 3 jours. C'est tout simplement que les Suisses, en effet, ont pas une grande défense, aiment bien avoir le ballon, mais sont pas très bons à la perte du ballon, et que la France, à la récupération du ballon, peut trouver Pogba, qui peut lancer Mbappé.
dans le dos de Nico Elvedi, et je pense que là, les Suisses ne le revoient plus derrière. Et je serais pas surpris que la France n'ait même pas besoin de faire un bon match, mais puisse s'en remettre à cette relation-là. Alors, j'espère que ce sera Pogba-Mbappé et pas Pogba-Benzema qu'on avait vu par exemple face au Portugal, pour pouvoir passer mon pari, mais les deux peuvent fonctionner. Et je pense vraiment que les Français peuvent faire la différence là-dessus. Et du coup arriver au tour suivant. En tout cas, ça sera vraiment la clé du match côté français pour se faciliter ou non la qualification, à moins d'une Suisse qui décide de changer du tout au tout et d'attendre des Français bloc bas. Mais on a vu aussi que le bloc bas des Suisses n'était pas non plus le plus imperméable du monde sur certains matchs et sur ces temps faibles. Donc ouais, ça va être un sacré test pour les Suisses et un adversaire idéal pour les Français sur le papier et sur ce qui a été montré au premier tour. Maintenant, les Tchèques nous ont surpris, donc pourquoi pas les Suisses? Bah écoute, c'est très bien tout ça. Raphaël, est-ce que t'as quelque chose à rajouter avant cet épisode de demain, qui devrait sans doute être assez long, enfin j'espère, et assez riche en aventures, en émotions? Non, pas du tout. On se retrouve demain en espérant que les matchs soient aussi divertissants que depuis les 2 derniers jours. Là, j'ai passé des super moments. Vraiment, c'était... Alors, pas tout le temps, mais franchement, j'ai l'impression que ça monte vite en qualité, en tension, et que là, on est... Même si c'est l'enchaînement des matchs est dur, on va pas se plaindre, c'est un beau métier, et en plus, il y a des joueurs au rendez-vous. Eh bien écoute, c'est très bien, et moi je remercie tous les gens qui nous écoutent, parce qu'on refait pas ce qu'on faisait pour la Coupe du Monde 2018, à dire les stades qu'on pourrait remplir avec nos auditeurs, le nombre d'auditeurs, mais là on peut en remplir pas mal, notamment le Roazhon à Rennes. Donc voilà, on est très content que vous nous suiviez dans cette jolie aventure, et rendez-vous demain pour le match de l'équipe de France et celui de l'Espagne. À bientôt. Ciao. Salut. Cordialement. Vous avez tout compris grâce à ce podcast, c'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.